On va réagir à une vidéo de cette chaîne, Code YouTube, sur le editing. J'ai fait une masterclass de 20 heures et je suis pas très fan du no editing. Hein. Ça devient une nouvelle mode parce qu'il y a certains influenceurs qui ont réussi à exploser leur chaîne YouTube grâce au no editing. Je l'ai dit durant une masterclass de 20 heures que ce n'est pas parce que ces personnes ont réussi à exploser que cela veut forcément dire que tu vas exploser. Ces personnes représentent 0,000000001% des chances. Et pourquoi te priver du no editing si tu as la chance ou le budget de le faire? Les meilleures chaînes jusqu'à présent font du editing. Mais on va regarder cette vidéo car elle me semble pas mal. C'est une chaîne qui fait du bon travail. Let's go. C'est un sujet qui va te plaire, Sylvain. Ah, enfin, que les derniers. On est en 2024 et il se profile plusieurs tendances sur YouTube. Je l'avais prédit, ces tendances, il y a quelques mois, mais on voit de plus en plus de chaînes qui font ce qu'on appelle du storytelling. Mais c'est pas le sujet du jour, parce que celui-là, j'ai envie de plus le travailler pour pouvoir en parler. Par contre, depuis là quelques mois, les Américains et les Français sont en train de découvrir une nouvelle tendance qui va révolutionner la plateforme. C'est la tendance no editing. Et je sais que c'est un débat qu'on peut avoir tous les... Déjà, on peut le dire d'ores et déjà. Quand il dit il y a de nouvelles personnes qui... il y a des créateurs de contenu qui sont en train de surfer sur une tendance du no-editing, faut comprendre aussi que ces personnes, d'abord, elles ont posté des vidéos durant longtemps et ces personnes ont une communauté qui les suit durant longtemps. Et que faire certaines vidéos non éditées, ça peut peut-être fonctionner. Mais encore une fois, si tu débutes, je peux comprendre que tu ne fasses pas d'editing parce que tu n'as peut-être pas de budget. Mais dès le moment où tu as du budget, optimise ta chaîne. En tout cas. Les deux en off, et je me suis dit, allez, allons jusqu'au bout du principe de cette chaîne, on va le faire en public. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, le concept du no editing, c'est l'idée que aujourd'hui, l'audience en a marre d'avoir des trucs avec trop de montage dans tous les sens, des effets spéciaux, des effets sonores, etc. MrBeast étant la quintessence de ça, et que l'audience du coup cherche, réclame et demande du contenu authentique, pur, où il n'y a pas de montage ou quasiment pas de montage. Voilà, ça c'est le constat et c'est le message qui est porté par pas mal de personnes aujourd'hui qui causent YouTube, des Américains, des Français, etc. Voilà, ça résume bien parce que je suis moins exposé moi à ces contenus-là que toi, je pense. Mais ouais, non, ça résume bien. C'est-à-dire que on a eu la phase, là, ça va faire 3-4 ans. C'est-à-dire que si on pouvait dire certaines révolutions, certaines évolutions de la plateforme, bah, c'est vrai que MrBeast est arrivé avec un contenu très formaté, très codifié dans la façon d'écrire ses intros, dans la façon de monter ses vidéos. Donc comme tu dis, avec du cut toutes les 10 secondes, beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Après aussi, ce qui est quand même bizarre, c'est que MrBeast est un YouTuber qui attaque une certaine audience. L'audience des personnes qui veulent absolument rien faire dans leur vie. Hein. Parce que franchement, pour regarder les vidéos de MrBeast, faut vraiment avoir des problèmes de concentration et il faut vraiment ne pas occuper ses journées. Hein. La culture du vide, c'est mon avis. MrBeast, tu commences sa vidéo, tu finis sa vidéo, t'as rien appris. En tout cas, j'ai jamais regardé de vidéo de MrBeast, mais on a pu quand même voir certains extraits. Ce qui est quand même bizarre, c'est que cet entrepreneur, ce YouTuber a compris YouTube mieux que quiconque, parce que ça aussi c'est un code, c'est un tips. Lorsque tu utilises une plateforme, que ce soit pour de la publicité ou de la création de contenu organique, ne demande jamais l'avis directement à YouTube, Instagram, aux plateformes. Elles ne comprennent même pas elles-mêmes ce qui se passe avec leurs algorithmes. Ils font souvent des calculs, ils y vont, ils finissent avec une formule algorithmique, ils la mettent à disposition, les personnes commencent à créer du contenu et ensuite ils commencent à avoir de la data. Mais ils lancent cette nouvelle formule algorithmique sans eux-mêmes avoir eux-mêmes une data sûre, claire. En fait, je te dis ça parce que j'ai fait de la publicité durant longtemps. Les meilleurs conseils venaient de personnes qui avaient dépensé énormément de budget. Quand tu dépenses un certain type de budget, tu as Facebook qui t'appelle, et qui veut te donner des conseils. Au final, ils te donnent pas de conseils, ils te posent des questions pour comprendre un peu ta psychologie. Et à la fin de l'appel, ils te disent, écoute, j'ai vu plusieurs comptes publicitaires et en fait, je te conseille de faire ça. On a vu ça chez un autre créateur. Et en fait, Facebook, toutes ces plateformes, qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent à jour un algorithme. Elles savent pas ce qui va se passer. Elles récupèrent la data. Elles corrigent un peu certains trucs. Elles remettent à jour l'algorithme. Elles savent pas ce qui va se passer. Elles corrigent la data. Et en fait, c'est-à-dire qu'elles testent avec toi en fait, les plateformes, elles vont tester avec toi, ton énergie, ton argent et ton temps. Elles vont pas tester avec leur argent, avec ton argent. Elles mettent truc et truc. Voilà. Ok. Donc ça, je voulais dire. Donc déjà de 1. Ceci étant dit, tu as MrBeast qui comprend YouTube mieux que quiconque.
il y a des choses à prendre chez MrBeast. Il y a des choses à prendre parce qu'il comprend mieux les miniatures, il comprend mieux le texte, il comprend mieux à quel moment les gens perdent leur concentration et j'en passe. Le problème qu'il y a avec MrBeast, c'est que dans la niche business, par exemple, tu as des gens qui commencent aussi à faire des vidéos comme MrBeast. Mais c'est pas la même niche. C'est-à-dire, t'as des gens qui cherchent des solutions sur YouTube. Ils ont passé le cap d'être père, le cap de je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ils sont dans la deuxième étape de leur vie, c'est-à-dire trouver activement des solutions, regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de trouver la bonne information et l'implémenter dans leur vie, dans leur business. Et le problème, c'est qu'on a maintenant des entrepreneurs qui vont prendre du contenu de MrBeast, le copier bêtement, le mettre dans leurs vidéos. Des gens qui sont dans des niches comme le business, des gens qui sont dans des niches où ils n'ont absolument pas besoin de faire ça. Et après, derrière, ils vont casser la tête à cette audience, parce que clairement, ça va leur casser la tête. Et après, ils vont se plaindre, ils vont dire « Ah bon, on est en train de détecter une nouvelle tendance, comme quoi les personnes sont en train d'en avoir marre du contenu type MrBeast. » Mais bien sûr, mais tu fais de base une chaîne business. Je veux bien que tu prennes un peu du contenu de MrBeast pour optimiser ton watch time. Bien sûr, c'est bien. Il n'y a pas à copier MrBeast de A à Z. Faut pas être étonné faut pas être étonné lorsque tu détectes une certaine fatigue de l'audience. Bah oui, parce que tu n'avais pas besoin de base. Tu n'en avais absolument pas besoin de base. Surtout dans le business où tu as des gens qui vont poster des vidéos d'1 heure sans absolument aucun montage et que avec ces vidéos d'1 heure eh bien, ils vont avoir bien plus de leads, bien plus de rendez-vous qualifiés, bien plus de personnes qui achètent qu'une vidéo bombardée de lumière, de couleurs et j'en passe. Ça sert à rien. Donc, c'est bien que souvent le numéro 1, mais souvent ça sert pas à grand chose. Donc honnêtement, est-ce que regarder ces vidéos, ça en vaut la peine? Franchement, détecter que le no editing était forcément quelque chose qui allait saouler les gens, parce que tout le monde a copié MrBeast, peu importe leur niche. Ça part dans tous les sens, mais en tout cas très réfléchi pour augmenter le temps de la rétention d'une vidéo. Beaucoup d'Américains ont copié exactement ce style. On a déjà fait un épisode sur le plagiat, donc allez-y regarder, tous ceux qui ont plagié MrBeast. Les Français sont rentrés dedans en se disant bon bah c'est comme ça que ça marche YouTube en 2022, donc on va faire de l'editing de partout, des grosses productions. Et il se dit que l'audience en a marre d'avoir ce genre de contenu qui se ressemble malheureusement un petit peu partout, et que bah chaque tendance a sa contre-tendance, et donc que le no-editing serait ce qu'attendent les gens, même s'il y en a qui le font des années, et c'est sur ça que je veux te lancer. Est-ce que, à ton avis, toi qui connais YouTube depuis pas mal d'années, c'est une vraie tendance, c'est une vraie révolution, ou ce serait juste un cycle classique sur YouTube? Alors là, on va être un peu dans les opinions. On n'a pas forcément beaucoup de data encore dessus aujourd'hui. Spoiler, enfin pas spoiler, mais petit disclaimer. En fait, depuis le début de la plateforme YouTube, une extrême majorité du contenu est du no-editing. En fait, 95% des vidéos qui sont uploadées sont des gens qui ont allumé leur cam, parfois ils sont face cam, des fois ils sont pas face cam, qui parlent de sujets, et comme ils ont pas les compétences ou la flemme de faire du montage vidéo, de dynamiser leur montage, etc., ils le postent comme ça. Dans la communauté du coin des youtubeurs, il y a des gens, par exemple, qui parlent de cinéma, et qui, après avoir été voir un film, parlent pendant 2h30 du film qu'ils ont vu, hyper passionnés, avec plein de choses, etc., mais il faut s'accrocher pour tenir 2h30 sur quelqu'un qui te parle d'un film et qui te donne juste son opinion. Je pense qu'il y a effectivement probablement un juste milieu, selon les audiences, entre la review de 2 minutes 30 faite par Allociné, le journaliste qui essaie de tout résumer et qui met pas tellement de personnalité dedans, et la review de 2h30 d'une seule personne, et voilà. Et donc en fait, moi ce qui... le mindset de l'editing, c'est pareil. Il faut juste le bon milieu, pour pas trop saouler l'audience, et faire en sorte que l'audience reste jusqu'à la fin de ta vidéo, voilà, pour que toi tu puisses avoir un bon watch time. Ce qui me déplaît un peu dans cette lecture des choses, c'est de dire, en fait, c'est d'essayer de squeezer ou de restreindre notre vision de YouTube à des symboles, en fait. Pas Squeezie, MrBeast est un symbole, tout le monde le connaît maintenant, tout le monde en parle, et c'est effectivement le symbole de l'extrême condensation du contenu, où en gros il va te compacter des fois, 30 jours de travail, 30 jours d'expérience ou d'aventure dans une vidéo de 7 minutes. C'est vraiment poussé à l'extrême. Mais parce qu'il a un but très précis, c'est que 8 milliards de personnes aient envie de regarder cette vidéo. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des chaînes YouTube. Et donc en fait, de dire tout le monde parle de MrBeast, donc aujourd'hui tout le monde fait du MrBeast, c'est faux.
Déjà aux États-Unis, très peu de gens arrivent à faire comme MrBeast. Je te donne d'autres exemples de chaînes qui marchent très bien, qui pour moi sont déjà un bon ton en dessous en termes de condensation de contenu par rapport à MrBeast. Marques Brownlee, R-Rack, Ryan Tran, enfin tous ces gens-là. Mais c'est pas la même niche, c'est complètement différent. Rajoutent d'autres choses, font des contenus plus longs, où il y a des temps de pause, enfin bref. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est pas exactement la même niche. Donc, c'est normal qu'ils fassent pas la même chose. C'est beaucoup moins condensé que MrBeast. Donc déjà aujourd'hui, même dans les gens qui voient YouTube comme une activité hyper professionnelle, avec plein de gens qui les entourent, qui bossent dessus comme des pros de télé, etc., non, tout le monde ne veut pas faire comme MrBeast. Et il y a plein d'autres modèles qui marchent déjà bien. Donc ça, c'est une chose. Et donc déjà de juste dire... C'est pas que tout le monde ne veut pas faire comme MrBeast, c'est que tout le monde n'a pas le même objectif. Et quand je parle de tout le monde n'a pas le même objectif, je parle de l'audience. L'audience. Parce que vraiment, quand tu crées du contenu, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que les gens veulent. Hein, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Quand une personne cherche une information sur le téléphone, elle aimerait avoir le maximum d'informations possible, hein, avec un minimum de contenu dynamisé pour que du coup la lecture de la vidéo soit agréable. Et du coup, il n'y a pas à condenser à fond comme le fait MrBeast. Donc c'est plutôt du côté audience. Le symbole, MrBeast, on en parle, tout le monde fait MrBeast. Du coup, il faut faire l'extrême opposé. Je trouve ça débile aussi. Tu vois, pour moi, les extrêmes, il y a quasiment jamais des bonnes choses dans les extrêmes. Après, je sais que ça attise. C'est facile de communiquer là-dessus. Ça donne envie. Et puis surtout, il y a un truc un peu vicieux là-dedans. C'est que c'est plaisant à entendre. En fait, quand on nous dit, non, mais on est d'accord pour dire MrBeast, ça va dans tous les sens, des explosions et tout, c'est n'importe quoi. C'est facile d'être d'accord avec ça. Si tu es dans le divertissement, fais du MrBeast. Bon, pas trop quand même, il a un peu abusé la chose. Mais si tu es dans le divertissement et que tu targetes des personnes de moins de 18 ans, allez, moins de 25 ans, il y a encore, parce que même les moins de 25 ans, souvent ça peut leur saouler, fais du MrBeast. Après, MrBeast, c'est quand même incroyable ce qu'il a réussi à faire parce que c'est très niché, mais ça touche tout le monde. Parce que franchement, quand je dis que c'est très niché, c'est que faut vraiment être quelqu'un de spécial pour avoir besoin de l'ultra divertissement poussé comme MrBeast. Parce que même les personnes qui veulent du simple divertissement en regardant par exemple les vidéos de Squeezie, je doute fort que la communauté de Squeezie regarde les vidéos de MrBeast. Je ne sais pas. Après, je suis pas dans le divertissement, je regarde pas Squeezie, je regarde pas MrBeast. Mais Squeezie, c'est vraiment Squeezie. Le Squeezie, la personne qui regarde Squeezie, je pense que c'est une personne qui a décidé de prendre 1 heure de pause dans sa journée. Du coup, s'assoit, se pose, regarde 1 heure, elle se détend, elle passe à autre chose. MrBeast, tu peux pas faire ça. MrBeast, c'est vraiment 1 heure de perte de temps. Parce que Squeezie, pendant que tu regardes sa vidéo, tu peux faire quelque chose à côté. MrBeast, tu peux pas. Il y a tellement de flash, de trucs, ça va vite. C'est vraiment, je m'assois, je m'abrutis le cerveau, j'oublie tout ce qu'il y a, j'oublie tous mes problèmes. Il n'y a que MrBeast, je regarde la vidéo, je mange mes popcorn. Et je suis comme ça. Et ça, là où MrBeast est extrêmement fort, c'est que moi, je pense que c'est ultra niché. Je ne peux pas croire qu'il y ait plein de personnes qui sont de ce type-là. C'est-à-dire vraiment tout arrêter dans leur journée, se cloîtrer sur leur canapé et regarder une vidéo comme ça. À part les gamins. Donc, du coup, quand je disais les gens de moins de 25 ans, franchement, je pense que c'est plus du contenu à regarder pour les gamins. D'ailleurs même, je pense que j'ai raison, parce qu'au final, MrBeast, hein, il est totalement cohérent avec son audience, parce que il monétise du chocolat. Donc, hein, alors lui, déjà, il fait des vidéos sur la dopamine, et en plus, son produit derrière, ça renforce encore la dopamine. Donc, c'est regarde mes vidéos abrutissantes, et en même temps, mange ma tablette de chocolat. Et là où vraiment c'est exceptionnel, c'est que moi, je pense qu'il a réussi à rendre son contenu niché mainstream. Et en réalité, c'est la formule de la réussite. Hein. C'est avoir un contenu super niché. Quand je dis niché, je ne parle pas des sujets de vidéos que tu vas voir dans ta chaîne YouTube. Je parle de ton style et de l'audience que tu peux toucher. En fait, il y a tout un écosystème qui rend cela niché et de réussir à le transformer en quelque chose de mainstream. Ça, c'est exceptionnel. Mais si t'es quelqu'un qui a réfléchi un minimum, tu sais pertinemment que le contenu de MrBeast, les seules choses qu'il a copiées, c'est comment il fait les miniatures, comment il gère les miniatures, comment il gère les titres, comment il gère le watch time, comment il analyse le truc. C'est tout. C'est tout, en tout cas. Et donc du coup, c'est assez facile aussi de dire « Non mais aujourd'hui, vous prenez pas le chou, les gens ils veulent de l'authenticité, etc. » Oui, faites-le.
Et on en reparle dans 6 mois, quand vous verrez que vos vues, elles décollent pas, et qu'en fait, les gens n'ont peut-être pas envie de vous entendre parler pendant 1 heure d'un petit sujet qui aurait pu prendre 5 minutes à traiter. Bah, ça dépend de ce qu'il dit. Ça dépend énormément. Il a déjà raison, normalement. Normalement, quand tu commences une vidéo, tu vas pas commencer à raconter ta vie alors qu'on te connaît pas. Par contre, ça dépend des gens. Si tu as la mentale pour le faire autant de fois que possible, au bout d'un moment, ça peut fonctionner. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont se dire, attends, ce mec, je l'ai déjà vu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Je vais quand même écouter ce qu'il a à dire. Et tu as cet effet moutonnesque qui se crée où tu as plusieurs personnes qui vont penser de la sorte. Et une vidéo virale, c'est juste tout simplement une vidéo où, à partir d'un certain moment, il y a un effet mouton, à dire que la vidéo, tu vois une vidéo sans miniature et je ne sais quoi qui fait 100 000 vues, bah toi aussi, tu vas regarder, tu vas checker la vidéo et ça fait 101 000 vues, 102 000 vues, 103, 104, 105. Ce qu'il vient de dire, il a pas tort, mais si tu es le genre de personne qui a la capacité à ne pas abandonner et le faire durant longtemps, ça peut fonctionner. Mais comme ce qu'il vient de dire, faut être prêt à le faire. Donc, ne le fais pas. Si tu as du budget pour directement éditer, édite. Bien évidemment qu'il faut éditer. Édite. Mais alors, ce qui est marrant, je trouve, parce que je suis totalement d'accord avec toi, comme tu dis, c'est facile et c'est souvent mis en avant par des personnes qui sont connues de la plateforme et qui peuvent faire plus ou moins n'importe quoi, auront toujours une communauté qui va les suivre. Je m'explique. Tu parlais de Marcus Brownlee, qui est donc, si je dis pas de bêtises, le youtubeur tech, le youtubeur américain tech, c'est ça? Ouais. Et ben, tu sais qu'il a une deuxième chaîne. Je sais pas si tu le savais. Avec un Il a une podcast. deuxième chaîne. Non. Il y a une alors, chaîne peut-être il y a une chaîne auto, il y a une chaîne automobile aussi. il a une chaîne automobile. Et est-ce que tu es allé voir le contenu qu'il fait depuis quelques mois sur sa chaîne automobile? J'en ai vu quelques-unes, ouais, évidemment. Sa chaîne automobile, c'est très simple. Il prend un iPhone, il se filme bras tendu et il parle en faisant le tour de la voiture sans editing. Parce que et ça fait des millions de vues. Mais est-ce que c'est la tendance no editing ou est-ce que c'est Marcus Brownlee qui attire des foules et qui est peut-être, désolé pour certains, qui est peut-être beaucoup plus passionnant que toi et moi qui va aller prendre ma Twingo en vidéo et en parler pendant 20 minutes? Moi, j'ai la réponse. Déjà, je l'ai dit en début de vidéo. Hein, que non-editing, là, les gens remarquent. Ils ont fait du contenu durant 15 ans, donc au bout d'un moment, s'ils décident de tester quelque chose, ça va fonctionner. Mais s'ils décident de tester quelque chose et que ça va fonctionner, c'est tout simplement parce qu'ils ont une communauté. C'est tout simplement pour cette raison-là. Quand tu as ta communauté... Là, ce qu'il vient de dire par rapport à sa chaîne, sa deuxième chaîne secondaire, les personnes qui touchent le plus sont les personnes qui font partie de sa communauté et qui veulent bien prendre de leur temps pour regarder ce que Marcus Brownlee a à dire sur sa deuxième chaîne, sur un autre type de vidéo, sur un autre sujet de vidéo. Les gens de ta communauté, ils sont un peu plus patients avec toi, donc ils vont forcément regarder ce que tu as à dire. Et après, encore une fois, il y a cet effet moutonnesque où tu as peut-être 100 000 personnes dans ta communauté, il y a 100 000 personnes qui regardent tes vidéos, et après, tu as l'effet moutonnesque qui fait que cette personne a une vidéo qui parle de voiture, qui a fait 100 000 vues, je vais quand même regarder, ça grossit. Mais là, en fait, ce qu'il vient de dire, c'est juste le concept de communauté. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu as des personnes qui te suivent, elles vont juste te donner la chance d'écouter ce que tu as quand même à dire dans tes vidéos. Et après, ça va dépendre aussi du nombre d'abonnés que tu as. Aussi simple que ça. C'est pour ça que, par exemple, si tu as une chaîne YouTube, c'est une plateforme où les choses sont très nichées. Si tu as une chaîne YouTube où tu veux parler de business, après ensuite parler de cuisine, il y a une influenceuse qui le fait qui s'appelle Enjoy Phoenix, tu veux parler de je ne sais quoi, en fait, c'est pas si grave. C'est-à-dire que si tu es capable de segmenter ce que tu as à dire, c'est-à-dire que dans ta chaîne principale, tu as décidé de parler de make-up comme Enjoy Phoenix, et ensuite tu décides de parler de cuisine parce qu'elle a une chaîne secondaire où elle parle de cuisine, c'est aussi simple que ça. Tu vas prévenir les personnes de ta communauté que je parle aussi de cuisine, et les personnes qui vont parler de cuisine vont te suivre, et après, du coup, il y a cet effet moutonnesque qui fait que des personnes qui sont intéressées par la cuisine et qui sont sur YouTube vont potentiellement voir tes vidéos et te suivre au bout d'un moment. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que, comme tu dis, il y a ce côté de... C'est très facile de dire que le no-editing, ça fonctionne. Quand on prend en exemple des personnes qui sont là depuis 10 ans, qui font du contenu depuis des années, qui ont déjà construit des grosses communautés, mais il y a ce côté de... Tout youtubeur qui commence aimerait avoir ce hack magique de se dire, putain, mais en fait, c'est si simple de faire YouTube. Tout ce qui me bloque pour me lancer sur YouTube... YouTube est simple quand tu as une communauté. Quand tu as une communauté, le no-editing...
C'est quelque chose que tu peux te permettre de faire, mais juste dans l'optique de renforcer ton lien avec ta communauté. T'as le contenu discovery, t'as le contenu communauté. Genre le contenu discovery, ça va être quoi? Ça va être toi qui raconte ta vie comme ce qu'il est en train de raconter. Ça va être les vlogs. Ça va être des trucs où t'as pas forcément te présenter en vidéo. Ça va être par exemple cette vidéo que je suis en train de faire. Voilà, les gens, encore une fois, les gens de ta communauté vont te donner la chance de voir ce que t'as à dire dans la vidéo. Si t'es bon, bah ils vont écouter ce qu'il y a à la fin. Si t'es pas bon, ils vont zapper. Ok. Mais après, t'as le contenu discovery où tu as besoin de faire du editing. Comment il s'appelle, MrBeast, quand il fait du contenu, c'est totalement des discovery. Il cherche vraiment à toucher tous les genres de nouvelles personnes. Il y a une créatrice de contenu, Océane, sur sa chaîne principale, toutes les vidéos qu'elle fait, c'est des vidéos vraiment en mode j'essaie de toucher sans arrêt de nouvelles personnes. Donc elles ont plutôt une stratégie de discovery sur YouTube, hein, au lieu de le faire plutôt avec le format short, elles le fait sur YouTube. Mais là, la magie du editing, c'est pas la magie du editing, c'est la magie de la communauté. C'est la magie de la communauté. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça met de la communauté. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer avec des vidéos éditées. Hein, tu commences à te faire connaître. Il faut avoir une stratégie pour il faut avoir une stratégie pour développer ton audience. Il faut comprendre les codes de YouTube. Il faut comprendre comment éditer cette vidéo. Et c'est à ce moment-là que MrBeast, ce qu'il fait est important. C'est à ce moment-là où c'est important de regarder MrBeast. Dans ma masterclass de 20h, je dis, écoutez les conseils de MrBeast. Parce que MrBeast, lui, il a absolument tout optimisé pour faire en sorte que sa chaîne soit vue par de nouvelles personnes tous les jours, comme Océane, comme je ne sais qui. À ce moment-là, une bonne stratégie, c'est je développe d'abord mes compétences pour savoir développer une communauté sur YouTube en comprenant les codes de YouTube, les miniatures, le watch time, l'autoplay, le sujet de vidéo, le choix de mes titres. Et voilà. Et une fois que tu as une bonne communauté, à ce moment-là, tu peux créer une seconde chaîne ou bien faire des lives. Et dans ces lives, ou bien faire des vidéos moins préparées comme ce que je suis en train de faire. Et dans cette vidéo-là, tu vas parler à certaines personnes. Ces vidéos vont être adressées à ta communauté. Et là, il n'y a pas de magie du no-editing. Il y a juste la magie de la communauté. C'est aussi simple que ça. Et balayer comme ça, là, d'un coup de main, en disant, ouais, en fait, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent m'entendre parler pendant 20 minutes d'un sujet que j'aime bien. Et donc, c'est assez marrant. Et on en voit fleurir partout. Des youtubeurs en parler, des marketeurs en faire des formations. Excusez-moi, je coupe, mais il a totalement raison, parce que le problème, c'est que maintenant, tu vas avoir Yumi Denzel, par exemple, qui est suivi par beaucoup de personnes dans le business, qui a dit que je vais commencer à faire du contenu comme Sam Sulek. Je vais commencer à faire du contenu comme Sam Sulek. Sam Sulek a explosé avec du contenu non travaillé. Le problème, c'est que Yumi Denzel, lui, il a déjà une communauté super forte. Prendre avec tes pincettes, parce que moi, j'estime que Yumi Denzel ne crée absolument aucun lien de relation avec sa communauté. Il fait pas de live, il poste très rarement. Bref. Il a déjà une communauté, donc bien évidemment que lorsqu'il va commencer à faire certaines vidéos non éditées, il y a des personnes qui vont quand même regarder. Mais je te le garantis que ces vues vont baisser. Il n'y a aucune magie dans le no-editing. Le no-editing, c'est juste faire des vidéos pour parler à sa communauté. Tu ne battras jamais la personne qui édite ses vidéos. Quand tu édites tes vidéos, c'est que tu acceptes de faire du contenu pour que de nouvelles personnes te découvrent, style MrBeast. Donc du coup, le problème, c'est que tu as des personnes qui veulent commencer leur chaîne YouTube, qui vont écouter Yumi Denzel, qui ne vont absolument pas comprendre la dynamique de Yumi Denzel, que Yumi Denzel, durant 7 ans, a d'abord fait des vidéos un peu plus travaillées, peut-être pas au début parce qu'il n'avait pas le budget, mais que ça marchait parce qu'il avait une technique pour gagner de l'argent rapidement. Ces personnes vont ensuite faire une chaîne YouTube, ne vont prendre aucun risque. Moi, c'est une chose qui me dérange beaucoup avec les gens qui ont des agences, qui sont des consultants, des coachs. Ils se disent, alors parce qu'ils vont aussi écouter Alex Hormozi, ils vont se dire, bon, Alex Hormozi fait des vœux qui sont pas préparés. Alex Hormozi va dire que tu peux faire autant d'argent avec une niche avec une niche de 1000 personnes. Tu vas faire autant d'argent, tu peux faire autant d'argent avec une audience de 1000 personnes qu'une personne qui a 50 000 abonnés. Donc, tu n'as absolument pas besoin de comprendre en soi les codes de YouTube et à tout prix faire du MrBeast. Ça, c'est des conseils toxiques et parasitaires. Faut pas écouter ça. Faut pas écouter ce genre de discours. Absolument pas. Parce que derrière, ensuite, vous allez écouter bêtement MrBeast, mais déjà que créer du contenu, c'est très subjectif. Ça a peut-être marché pour une personne, mais ça n'a pas marché pour toi. Sam Sulek, encore une fois, il a réussi, mais Sam Sulek, c'est 0,000000001% des gens. Il y a des codes dans l'équation qui font que ça fonctionne. Et le problème, c'est que vous écoutez Alex Hormozi, vous écoutez Yumi Denzel, vous écoutez des youtubeurs qui en parlent, alors que ces personnes, elles ont durant longtemps créé du contenu. Alex Hormozi le dit, il a fait un podcast, il a posté tous les jours une vidéo dans son podcast durant plus de 7 ans, c'est au bout de la 7e année, 7-8 ans, je sais pas comment, c'est au bout de la...
Il a commencé à exploser avec son podcast, il n'y a que 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il a commencé à exploser avec son podcast, alors que durant toutes ces années, je crois qu'il a peut-être 8-9 ans, il postait. C'est exactement ce qui va se passer si tu écoutes les personnes comme ça. Quand Alex Hormozy dit, il a fait une vidéo sur les jeunes actuellement veulent devenir riches, ils veulent faire de l'argent, c'est une vidéo. C'est une vidéo qui a fait 1 million de vues, je crois, où il parlait de la nouvelle génération qui voulait devenir riche rapidement. Et il expliquait dans cette vidéo, les gens sont complètement dans le déni pour croire qu'ils vont devenir viraux du jour au lendemain et avoir une audience grossissante. Et après, il a donné l'exemple du coup de son podcast où il postait tous les jours durant plus de 7 ans. C'est exactement ce qui va se passer si tu écoutes Alex Hormozy, si tu écoutes tous ces entrepreneurs qui disent que le editing, c'est la clé. Tu vas commencer à toi aussi. Si tu es propriétaire d'agent, coach, consultant, tu veux vendre quelque chose sur Internet, tu vas commencer à toi aussi. Ne faire aucun effort. Dans ta chaîne YouTube, tu vas créer du contenu sans aucun travail. Tu vas pas optimiser tes miniatures, pas optimiser tes titres, pas optimiser ton watch time, rien optimiser. Ensuite, tu vas faire 4 vues, 5 vues en te disant c'est pas grave, Alex Hormozy a dit que avec une petite audience, je peux faire de l'argent. Donc tu vas continuer. Et tu vas voir qu'il y aura 0 vue. Tout simplement parce que c'est subjectif. Pour certaines personnes, ça va marcher. Pour d'autres personnes, ça va marcher. Pour les personnes pour qui ça marche, pour les personnes pour qui ça marche tout simplement, eh bien ces personnes, encore une fois, ça représente 0,0001% des chances. Et après, derrière, bah, tu abandonnes. Tu abandonnes tout simplement. Alors que si dès le début, tu es capable, tu avais l'intelligence de te dire, ok, bon, les mecs sont en train de dire que le no-editing fonctionne. Ok, j'analyse leur chaîne YouTube. Ok, ces personnes ont posté durant plusieurs années. Ok, je rentre sur leur chaîne YouTube. Ok, à un moment donné, ils ont fait du editing. Ok, à un moment donné, ils ont fait des vidéos non éditées qui ont fonctionné tout simplement parce qu'ils avaient une belle offre pour l'audience qui les écoutait. Ok, c'était capable plutôt de réfléchir de cette manière, regarder la trame de ces personnes vis-à-vis de leur passé et comprendre certains effets de mode vis-à-vis de YouTube, bah, les choses vont bien se passer. Mais en tout cas, bref, la conclusion de cela, ça va être je dois éditer mes vidéos et je dois avoir une belle offre pour les personnes qui m'écoutent. Quand je parle de belle offre, ça peut être marketing si tu veux faire du business, ça peut être ce que tu as proposé en termes de divertissement comme MrBeast, qui fait des cadeaux, des dons à tout le monde. Une offre. Qu'est-ce que tu as proposé à l'audience qui va te regarder? Si tu as les 2 combos, tu vas avoir plus de succès, un succès plus rapide que ces personnes-là. Et après, tu vas vite te rendre compte en fait qu'il fallait absolument pas commencer avec le non-editing. Et après, du coup, avec cette audience, tu peux commencer à faire du non-editing. Alex Hormozy, 7 ans, a créé du contenu sur son podcast. Au début, il a créé du contenu sur sa chaîne YouTube. Avec tout ce qu'il a à dire, les vues étaient moyennes. Quand il a commencé à plus se professionnaliser et plus faire du MrBeast, dans le sens où mieux éditer ses vidéos, mieux travailler ses miniatures et tout, il a fait une explosion fulgurante en 1 an et demi. Là, je parle beaucoup. Hein, ouais, je sais. Mais j'ai déjà expliqué la trame, tout simplement. Tu édites tes vidéos, après, pour ta communauté, tu fais des vidéos non éditées. Alors, c'est marrant de faire une formation sur du no-editing. J'imagine je sais pas ce que tu vas prendre. Prenez votre caméra. Bah oui, prenez votre caméra, parlez. Ouais, fais ça, tu vas faire 0 vue. Bon, voilà. pour être pas tout à fait honnête, j'imagine qu'il peut y avoir différentes façons de faire du no-editing, différentes Bien façons, sûr. probablement qu'on prépare sa vidéo peut-être un peu plus. Enfin, il y a plein de façons de faire, donc on force un peu le trait, évidemment. Oui, Mais après, quand on a discuté, nous deux, tu m'avais apporté un contre-argument super intéressant. Est-ce que tu vois lequel c'est ou tu veux que je te rafraîchisse un peu la mémoire là-dessus? Sur le fait que finalement, ça peut être quand même intéressant de partir dans un esprit no-editing quand on commence une chaîne YouTube. Moi, je vous le dis directement, les amis. Alors, je coupe, j'ai beaucoup de choses à dire. Franchement, je sais même pas si quelqu'un va regarder cette vidéo, tu vois, parce que mon audience n'est pas encore assez grande. Bref. Le no-editing, lorsque tu commences, ne fonctionne que dans 3 cas. Premier cas, tu t'appelles Alain Soral. Tu t'appelles Caroline Galacteros. Tu t'appelles Jacques Attali. Ça, on va rester neutre. Tu t'appelles Jean-Luc Mélenchon. Voilà. C'est-à-dire que alors, on va dire dans 4 cas. 4 cas. Soit tu t'es fait connaître à la télévision, ou bien dans un film ou à la radio. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les seules plateformes où tu peux exploser du jour au lendemain avec une audience de bonne qualité, c'est la télévision, c'est la radio, c'est Netflix, c'est les films à la télévision ou bien au petit écran. Voilà, c'est pas TikTok, c'est pas Instagram, c'est pas Twitter, c'est pas LinkedIn. Comme ça, c'est dit. Poster sur YouTube, commencer sur YouTube. Bref.
Tu t'es fait connaître sur ces plateformes et il y a des gens qui sont intéressés par toi et naturellement, ces personnes vont te suivre sur les plateformes que j'appelle secondaires, c'est-à-dire Twitter, Instagram, LinkedIn, pas TikTok. TikTok, c'est vraiment du discovery, mais de pas de basse qualité. Sur ces 3 plateformes, Instagram, LinkedIn et Instagram, LinkedIn et Twitter. Et ensuite, YouTube. À ce moment-là, le no editing fonctionne. Je me suis fait connaître sur ces 4 plateformes, radio, télévision, Netflix, petit écran. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je fais du no editing sur YouTube. Dans les débuts, ça va fonctionner. Premier cas. Le deuxième cas, ça fonctionne lorsque tu as une expérience dans un domaine et qui va se faire ressentir à la minute où tu vas créer ta vidéo, à la minute où tu vas poster, à la minute où tu vas entamer ta vidéo. Excusez-moi pour mon français, je suis un peu fatigué, je travaille beaucoup. À la minute où tu vas entamer ta vidéo, cette connaissance va se détecter et les gens vont commencer à t'écouter. Et c'est pour ça que je parlais d'Alain Soral. Alain Soral, tu lui donnes une caméra, il commence à raconter sa vie, ça va faire 500 000 vues. Caroline Galacteros, c'est une géopoliticienne, ça va faire 500 000 vues, même si pourtant elle parle ultra lentement. Ça va quand même faire des vues. Tu prends des personnes qui ont une expertise incroyable et qui sont dès la première minute sont capables de le développer, ça va faire des vues. Ça c'était les 2 premiers cas. Tu t'es fait connaître sur 2 plateformes, radio, télévision, Netflix, petit écran. Tu vas sur YouTube, le editing va fonctionner. Tu as une connaissance accrue, tu vas sur YouTube, le editing va fonctionner. Ensuite, 3e cas, c'est lorsque tu as vécu beaucoup d'expériences dans ta vie. Exactement comme Oussama Ammar. Oussama Ammar, ça a explosé parce qu'il te raconte des histoires. Alors moi, personnellement, ça ne m'a jamais choqué les histoires qu'il racontait. En aucun cas, je me suis dit, il mentait. Bon, peut-être que pour les gens, ça paraît exceptionnel. Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'il a à dire. Donc, je vais bien croire qu'il disait la vérité. Bref, lorsque tu as vécu des choses incroyables dans ta vie et que tu vas sur YouTube et que tu te mets à les raconter, ça peut faire des vues non éditées, même si tu n'es pas forcément connu de personne. Il y a un Anglais, par exemple, qui a vécu en Afghanistan. Je ne connais plus son nom, mais il y a un Anglais comme ça qui est devenu ultra viral. Allez sur YouTube et tapez j'ai vécu en Afghanistan en anglais, un truc comme ça, vous allez tomber sur cet Anglais-là. Il a des expériences incroyables, donc forcément que ça va faire des vues. Donc ça, c'est le 3e cas. Et le 4e cas, c'est tout simplement si tu es éloquent, tu as un bel art oratoire, tu sais bien parler, tu as une certaine prestance, une belle élocution et j'en passe, tu vas forcément capter et bon storytelling aussi, tu vas forcément capter l'attention d'une certaine audience, tu vas les hypnotiser du coup de par ta voix, ton éloquence, ton art oratoire, ton élocution, ton articulation, ton storytelling et ça peut potentiellement faire des vues si du coup tu postes ces vidéos de manière non éditée. C'est les quatre trucs qui vont te permettre de faire des vues de manière décente. Mais au bout d'un moment, tu seras obligé d'éditer tes vidéos si tu veux aller plus loin. Voilà les 4 choses. Hein. Voilà les 4 critères. Voilà les 4 profils de personnes qui réussissent à faire du non édité dès le début. Si tu n'as pas ces 4 critères, fais du édité. Et ensuite, tu vas développer une communauté. Et après, tu peux commencer à faire des vidéos non éditées. Même si tu es propriétaire d'agence, coach, consultant, et j'en passe. Bah, si tu n'as pas les sous, fais des vidéos non éditées. Ça va peut-être faire des vues parce que du coup, comme je l'ai dit, tu as peut-être une offre à proposer pour certaines personnes. Mais dès que tu as de l'argent, commence à faire du édité. Putain, Iman Gadi, il a explosé. Il fait les choses mieux que tout le monde. Il a 5 millions d'abonnés parce que ses vidéos sont bien éditées. Il ne fait pas du MrBeast. C'est bien édité, c'est bien travaillé, en tout cas. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que même si j'en rigole beaucoup et qu'on dit, qu'on dit ce qu'on pense, je pense que c'est pas non plus un mauvais move pour des personnes, alors que ça soit des personnes qui débutent une chaîne YouTube, ou des personnes, parce qu'on en a parlé régulièrement sur cette chaîne, qui commencent à se mettre beaucoup trop de pression et qui commencent à avoir ce côté procrastination, perfectionniste. On en parle assez souvent sur cette chaîne. Je pense que ça peut être intéressant de reprendre goût juste à cliquer sur publier, et se dire finalement,
Bah, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de vouloir faire des vidéos parfaites à chaque vidéo, mais c'est de réapprécier le fait de créer du contenu, de partager, même si ça fera pas beaucoup de vues. Je pense que ça peut être une sorte de petit réenclenchement pour des personnes, par exemple pour un Sylvain Lepoutre du coin des youtubeurs, ou pour d'autres personnes qui au hasard, ou pour des personnes qui ont ce blocage, parce que je discute avec certaines personnes qui aimeraient se lancer sur YouTube, mais qui voient YouTube comme l'Everest à gravir tout de suite. Alors que tu as envie de leur dire, va dans les Vosges, tu vas voir, c'est tout simple, ça monte doucement, et tu seras content d'arriver là-haut déjà, avant de vouloir tout de suite monter l'Everest. Et petit à petit, voilà, peut-être que c'est intéressant pour certaines personnes de se lancer en no-editing et de se dire, bah, au bout de quelques vidéos, je vais rajouter quelque chose. Peut-être je vais mettre quelques incrustations, ou peut-être que je vais améliorer mon intro parce que je vais l'écrire et je vais mettre un peu plus d'illustrations. Et petit à petit, revenir sur ce process d'écriture de vidéo. Donc, pour moi, c'est pas mauvais, c'est juste que ce qui me dérange, et là on est d'accord, c'est le côté hack, tendance magique, et c'est ça qui va vous faire des milliers de vues, parce que chez les Américains ça fait des milliers de vues, donc vous petits Français faites la même chose que les Américains. Là, il a raison, mais en fait, ce qu'il y a à dire aussi, ce qui a complété, c'est en fait que il y a souvent ce débat de qualité vs quantité, si on peut faire plus simple. Et moi, je l'ai dit dans ma masterclass, hein, lorsque tu veux monétiser ton audience, la qualité ne compte pas au début. Donne de ta personne. Fais du mieux que tu peux, mais en pensant quantité. Parce que en faisant du mieux que tu peux, en essayant de faire des choses de qualité, de toute façon, ce sera de la merde. Tout simplement parce que tu n'auras jamais fait cela. Créer des vidéos YouTube. Hein, c'est naturel. Quand on commence quelque chose, on n'est pas bon. Aussi simple que ça. Donc au début, ce sera pas bien. Voilà. Donc la qualité t'apprend des choses que la quantité ne fait pas. Mais parce que tu auras fait cela plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 fois, à ce moment-là, tu vas te rendre compte que la qualité vient avec le temps. Si vous rentrez sur la chaîne de MrBeast, durant 5 ans, ces vidéos, c'était affreux. C'était affreux. Mais il ne serait jamais devenu MrBeast sans ces vidéos qu'il a postées durant 5 ans. Et après, encore une fois, gros disclaimer, MrBeast est un geek. MrBeast est un geek. Donc lui, il a besoin de 5 ans. Et si on revient à ce que j'ai dit sur les 4 profils de personnes qui réussissent avec du non-édité, tu peux prendre l'exemple d'Alex Hormozy et d'Andrew Tate. Ces personnes ont réussi en très peu de temps parce que dans les 4 profils que j'ai donnés, ils en ont au moins 3. Ils parlent bien, ils ont de l'expérience, ils ont des choses à dire, ils ont vécu des choses, et voilà. Donc, et malgré cela, ils préparent quand même leurs vidéos. Donc, si t'as peut-être pas l'un de ces 4 profils que je t'ai expliqué, tu t'en fous de la qualité. La qualité, tu t'en fous, c'est pas quelque chose d'important. Ce qui compte, c'est de poster. Moi, j'ai posté beaucoup. C'est-à-dire, moi, je faisais des shorts. Aujourd'hui, je les regarde. Mes shorts. Je me dis, mais j'étais tellement nul. Aujourd'hui, je me trouve un peu mieux. Forcément que dans 6 mois, ces vidéos que je poste aujourd'hui, je vais trouver que j'étais pas bon. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on s'en fout de la qualité. Par contre, le mindset que tu dois avoir, c'est je fais de mon mieux pour essayer de poster une vidéo de qualité dans ma perception des choses. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait ma vidéo. Bon, j'estime que cette vidéo, j'ai fait de mon mieux. Je vais la poster. Donc, ça, c'est le mindset que tu dois avoir. C'est je fais de mon mieux en faisant une vidéo et je le fais plusieurs fois avec la quantité. Et la qualité va venir au bout d'un moment. La vraie qualité. Et quand je parle de vraie qualité, je parle de la qualité aux yeux de l'audience qui te regarde. C'est exactement comme dans le football. Pour être capable de jongler 50 fois, il va falloir que tu t'entraînes à jongler 1 milliard de fois. Hein. C'est comme dans le business. Pour gagner 1 million d'euros, il va falloir que tu perdes 2 millions d'euros. Pas en une seule fois, mais de manière différée. Parce que tu auras testé plusieurs fois. Et après, de la main, tu auras 1 million d'euros comme ça réunis dans ton compte en banque. Donc voilà. Ah, c'est là où je bloque un petit peu. Alors, sur le no-editing des Américains, il faut aussi comprendre qu'il y a du faux no-editing. C'est-à-dire que exactement de la même manière que quand Norman s'est développé, il a commencé à tourner dans des studios, et que dans les studios professionnels, ils ont foutu un séchoir à linge pour mettre ses slips derrière, etc., pour donner l'impression qu'il était chez lui, c'est du fake, une espèce de fausse proximité. Il y a du faux no-editing. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous cite des chaînes en exemple,
pour dire en fait il faut revenir à la simplicité, etc. Je pense en particulier par exemple à un Life of Risa que beaucoup de gens nous citent en ce moment. Nous on sait qu'il y a un boulot de fou derrière pour donner l'impression que c'est un contenu tout simple, tout fluide, tranquille, où on se laisse porter. Il y a un contenu d'écriture, de plan, de tournage, etc. qui est très complexe. Après on nous parle aussi du bodybuilder américain. Je sais pas pourquoi maintenant il y a un bodybuilder qui a percé et d'un seul coup ça devient la règle Sam Sulek. partout sur YouTube de faire comme lui. Mais on a un gars qui est hors de la norme. Il a un corps qui est hors de la norme, il a une motivation, une façon de parler qui est hors de la norme, et ça suffit pour être intéressant et pour que les gens viennent vers lui. Je vais vous donner Putain, c'est quand même incroyable. Hein. Je dis pas que des conneries. Hein. Je ne dis pas que des conneries. Ah là là, putain. Je suis quand même quelqu'un d'un minimum intelligent. Je dis pas que des conneries. un autre exemple qui va plus vous parler en France. On a des gens qui sont spécialisés dans le fait de faire du clash. Des politiciens, des pseudo-journalistes, enfin voilà, on a des gens qui ont l'habitude de faire du trash, du clash, des machins comme ça. Ces gens-là n'ont pas besoin de faire d'editing, ça fait des années qu'ils en font pas. Qu'est-ce que je viens de dire Qu'est-ce que je viens de dire Je vous ai donné les 4 profils de personnes qui n'ont pas besoin de faire du non-editing. Qu'est-ce que je viens de dire Vous mettez Macron avec une caméra, il va te faire 1 million de vues. Même s'il n'est connu de personne. Parce que les gens critiquent Macron, oui, Macron est un connard. Macron, il est plus compétent qu'au moins 90% des Français. Et encore, 99% des Français. Que vous le vouliez ou non. C'est juste que vous n'avez pas compris que Macron ne travaille pas pour vous, il travaille pour d'autres personnes. Donc c'est pour ça que vous râlez. Macron est plus compétent que 99% des Français. Vous lui mettez devant une caméra, il fait 500 000 vues. Alex Hormozy, vous le mettez devant une caméra, il fait 500 000 vues. Vous prenez Andrew Tate, il fait 500 000 vues. Vous prenez demain Elon Musk. Elon Musk, quand il parle, c'est une souffrance. Oh là là, my God, il bégaye. C'est lent. Mais c'est Elon Musk, il fait des choses. Il va faire 500 000 vues. J'ai tout dit. Voilà. Ça fait des années qu'ils ont des grosses audiences sans en faire, juste parce que ils crachent sur les autres, ils crachent leur venin, etc. et que ça stimule un peu les foules. Il y a des chaînes qui font des commentaires sur des matchs de foot, où pareil, la personnalité de la personne fait que le gars, après le match, il allume sa cam, il tourne son truc en 20. Exactement ce que je viens de dire. Si t'es déjà connu de la radio, la télévision, Netflix, des documentaires, des films, va sur YouTube, première journée, bam, j'ai dit bam, tu vas faire des vues. Caroline Galacteros. Allons sur Caroline Galacteros. Cette femme intervient, cette femme, c'est une géopolicienne, elle intervient sur souvent comment ça s'appelle cette merde, Sud Radio. Elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube, Payger. Elle a 49 vidéos, 72 000 vues. D'accord ? Vous allez ici, dans vidéo, la vidéo la plus vue, 6 mois. Hop, 17 000 vues. Est-ce qu'on voit bien mon écran ? Excusez-moi. Voilà. 17 000 vues. Et là, ça monte. 60 000, 74, 60, 56, 100 000, 72 000, 90, 59, ainsi de suite. Vous regardez, hop, 184 000 vues la vidéo. Cette vidéo que j'ai regardée, je pense qu'il n'y a même pas une minute. Chers amis, c'est important à traiter. Les choix de la nationale à l'encontre de une sorte d'annonce, enfin de demande. En fait, je voudrais vous demander si certains d'entre vous connaissent ou peuvent connaître quelqu'un qui aimerait travailler pour le développement de Payger avec moi, un stagiaire, jeune, polyvalent, qu'il soit capable, si vous voulez, de filmer, de monter, de mettre en ligne, de faire éventuellement de la modération de commentaires si on fait des émissions live, et de faire la promotion de Payger sur les réseaux sociaux, de développer les contenus avec moi, parce que j'ai un certain nombre de projets, notamment des débats et des... Voilà, donc là, elle est en train de dire qu'elle a besoin d'aide. Parce que vous regardez, hop, les miniatures, c'est une catastrophe. C'est même pas, il n'y a pas de miniature. Là, ici, la lumière, elle a essayé de faire un effort, mais elle a encore des problèmes au niveau de la lumière. Là, tu vois, la lumière, elle est en train de bombarder de ce côté-là. Tu vois. C'est incroyable. Alors moi, il m'a fallu une semaine pour... une semaine. Hein. Moi, il m'a fallu. Et encore là, j'ai même pas encore acheté ma caméra parce que j'ai pas le temps à cause du travail. Il m'a fallu une semaine complète pour maîtriser le lighting, le son, la caméra. Donc, comprendre que
qu'est-ce qu'une caméra, qu'est-ce qu'une lentille de caméra, donc Sony G-Master, 50 mm, 35 mm, est-ce qu'il faut prendre 85, ensuite l'ouverture focale, je sais pas, f1.2, f1.4, l'effet bokeh et tout. Une semaine. Ensuite, comprendre comment paramétrer ce micro. Une semaine. Le son, le timbre de voix, est-ce que ta voix est différente de l'autre, donc tu dois jongler sur les choses ensuite. Ensuite, le lighting, mettre ta lumière à 45 degrés de toi, ou bien mettre deux lumières à 45 degrés de toi, avec une qui est un peu moins puissante que l'autre, et avoir une lumière derrière qui va un peu jouer sur tes cheveux, avec la lumière derrière et tout. J'ai même pas encore. Alors, je maîtrise une semaine et demie pour comprendre tout ça, et ensuite derrière, le mettre en application. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter ma caméra. J'ai juste acheté la light, le micro et le son, parce que j'ai même pas encore eu le temps d'acheter ma caméra, parce qu'il faut après la configurer, et ça, j'ai pas le temps de le faire à cause du travail. Et du coup, là, elle a fait un effort ici, là. Hop, elle a fait un effort déjà de light, elle a encore du mal. Les miniatures, c'est une catastrophe. Le son, le son, je pense qu'elle fait là, le fait au téléphone, elle le fait là, elle a un micro, c'est même pas travaillé. Et elle a 72 000 vues. Si je vais sur Alex Hormozy, on va regarder ici, la vidéo les plus anciennes. Ouais, alors lui, les miniatures d'Alex Hormozy, c'est une catastrophe. Mais pareil, le mec, il fait une vidéo qui n'a absolument pas travaillé. 29 000 vues, on va dire qu'il a explosé, mais peut-être qu'avant qu'il explose, ça faisait peut-être 5 000 vues. Mais c'est encore une fois c'est encore une fois pour la raison que je viens de citer. Il a des choses à dire, il est peut-être éloquent, il a beaucoup d'expérience de vie, ou bien tout simplement il s'est fait connaître d'ailleurs. Tate, c'est pareil. Tous ces gens, c'est pareil. Donc, si vous n'avez pas ce profil de 4 personnes, éditez vos vidéos. Avez-vous vu à quelle vitesse Iman Gadzhi a explosé? Parce que ses vidéos sont éditées mieux que la plupart des personnes. Et franchement, putain, il fait chaud. Franchement, j'insiste parce que s'il y a des personnes qui vont regarder ces vidéos parce qu'elles m'ont découvert sur ma chaîne YouTube et qui aiment peut-être ce que j'ai à dire, il y a peut-être parmi ces personnes des gens qui veulent vendre des services sur Internet, des consultants, coachs ou bien propriétaires d'agence. Et je vous le dis, si vous continuez à écouter plein d'entrepreneurs américains qui, font peu de vues mais gagnent beaucoup d'argent, au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Parce que vous allez vous dire, mais je donne l'exemple de ce mec. Lui, il me dérange beaucoup. Il gagne beaucoup d'argent. Hein. Okay. Alors, excusez-moi. Hop. Serge Gattari. Lui, il gagne beaucoup d'argent. Hein. Mais il a l'arrogance de se dire, je suis pas youtubeur, j'ai pas besoin de moi créer du code, j'ai pas besoin de faire du MrBeast, j'ai pas besoin de faire du Iman Gadzhi, j'ai pas besoin de faire ceci. Hein. Et voilà, vous allez écouter des personnes qui vont vous dire, je ne suis pas youtubeur, je suis d'abord entrepreneur avant tout. Youtubeur, c'est entrepreneur. Si tu veux être le meilleur, tu dois comprendre les codes de YouTube, tu dois comprendre le no-editing. Ces personnes-là, elles vont se retrouver dans une optique maintenant où elles vont devoir poster tous les jours, des vidéos non éditées, parce qu'ils ne veulent pas apprendre les codes de YouTube. D'accord. Et du coup, après, d'ailleurs, t'as une chasse aux sorcières avec soi-même, où tu dois tout le temps poster des vidéos pour essayer tout le temps d'être le plus virable, le plus visible possible. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'apprendre les codes YouTube pour faire plus de vues et et toucher plus de personnes. Et du coup, ces personnes, elles gagnent peut-être de l'argent, mais elles sont esclaves. Hein, parce qu'elles ne veulent pas apprendre les codes de YouTube, donc ce qui fait qu'elles vont faire toujours à peu près 2-3 000 vues. Hein. Alors lui, ça fait 3 ans qu'il fait du contenu. 3 ans. Il a toujours pas pris les codes de YouTube. Donc ces personnes, c'est toxique parce que tu vas toujours avoir besoin de faire plein de vidéos, qui vont faire 3 000 vues, sans arrêt essayer de toucher des personnes. Au bout d'un moment, toi, à quel moment tu décides au bout d'un moment, en fait, comment dire ça, tu auras peut-être moins de temps qu'au début, tu vois. Parce qu'au début, quand tu commences ta chaîne, eh bien, tu as plus de temps. C'est soit tu as l'argent, soit tu as le temps. Au début, tu as peut-être plus de temps que d'argent. Donc, tu as le temps de faire plein de vidéos comme ça pour commencer à te faire connaître. Comme ce que je suis en train de faire moi. Tu as le temps de le faire. Évidemment, quand tu commences à développer ta chaîne et qu'il faut apprendre et qu'il faut comprendre qu'il faut déléguer pas mal de choses, tu as de moins en moins de temps. Iman Gadzhi, cet homme qui a 5 millions d'abonnés, il l'a dit, il recorde 3 fois dans le mois parce qu'il n'a pas le temps. Mais quand tu arrives au stade d'Iman Gadzhi,
t'es obligé de comprendre, le levier, le concept du levier. C'est-à-dire avoir la possibilité de faire une vidéo qui va faire le nombre idéal de vues, me permettant en fait de ne pas avoir cette obligation de faire des vidéos tous les jours. C'est important. Donc dans les débuts, ok, amuse-toi à faire des vidéos non travaillées, dis-toi que tu ne dois pas comprendre les codes de YouTube. Moi, la question que je vais te poser, c'est jusqu'à quand? Parce que quand tu commences à avoir tes premiers clients, et que tu commences à avoir de moins en moins de temps, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Tu vas continuer à jouer à ce petit jeu de je poste tout le temps des vidéos insight, bien travaillées, je ne cherche pas à être connu. C'est la pire des choses à faire. Tu n'es absolument pas antifragile. Avoir une petite audience bien ciblée, tu meurs du jour au lendemain. Et en plus, aujourd'hui, c'est votre chance. Dieu merci parce que YouTube a changé son algorithme. Je vais faire une autre vidéo après cette vidéo où je vais parler d'un mec je vais parler de l'algorithme de YouTube, parce qu'il y a Think Media qui est un podcast qui en parle. YouTube actuellement est la seule plateforme aujourd'hui, avec TikTok, c'est la seule plateforme qui actuellement donne la chance aux nouveaux. Il donne la chance aux nouveaux. Donc vous pouvez réussir, Dieu merci. Mais au bout d'un moment, ce qui va se passer dans le back-end de votre business, vous n'aurez peut-être pas la chance de faire autant de vidéos. Donc, il est peut-être mieux aujourd'hui, dès maintenant, d'apprendre à savoir, à comprendre les codes de YouTube, pour avoir cette capacité à poster 52 vidéos dans l'année. Mais avec ces 52 millions de vidéos dans l'année, j'ai réussi à faire des millions d'impressions. C'est important. Donc, le non-editing, c'est vraiment un truc qui ne devrait même pas exister, ce genre de débat. Hein. Moi, dans mon agence, par exemple, là, on est en train, actuellement, on est combien là? On est 4 setters. Moi, Christophe, on est 7. Et attends, un closer. On est 8. On est 8 actuellement. Et en fait, on a envie de développer un concept où on va du coup tous développer des personal brands. C'est-à-dire que chacun doit développer ses réseaux sociaux. Et du coup, il y a un des gars avec moi qui travaille avec moi, qui fait le closing et qui aussi gère le setting. Il s'appelle Jade, qui ne veut absolument rien apprendre de YouTube. Il dit oui, mais écoute, moi je suis pas youtubeur, j'ai juste vu poster mes vidéos insight et j'en passe, comment faire les choses, comment faire plus d'argent et ça va fonctionner. Jusqu'à quand Twitch chie sur les nouveaux créateurs de contenu. C'est-à-dire que tes nouveaux créateurs de contenu, tu postes sur Twitch, ils ne te montrent pas. Parce que visiblement, Twitch perd de l'argent en montrant les nouveaux créateurs de contenu, parce que derrière, après, ça coûte de l'argent à gérer les centrales qui doivent installer au niveau de la data, je sais pas moi, leurs hébergeurs et j'en passe, ça coûte de l'argent. Jusqu'à quand YouTube va donner la chance aux nouveaux? Hein? Et encore une fois, c'est subjectif. Pour toi, ça peut marcher, pour une autre personne, ça ne peut pas marcher. Donc, ce débat-là de non-editing, il ne devrait même pas exister. 20 minutes, et puis il fait des centaines de milliers de vues là-dessus. Est-ce que pour autant ça veut dire que tout le monde doit le faire? Absolument pas. Absolument pas. C'est une erreur de penser ça. Donc voilà, et donc ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir par exemple sur Marques Brownlee, oui, quand il tourne sa vidéo pour ses voitures, pour les voitures, il y a très peu de montage ou très peu d'editing, voire pas du tout. Est-ce que pour autant ça veut dire que il tourne sa vidéo au moment où il découle la voiture pour la première fois? Je suis pas sûr. À mon avis, il a déjà fait le tour plusieurs fois, il a repéré les trucs, il sait ce qu'il va dire, il a peut-être pas un prompteur devant lui, mais dans sa tête, il sait exactement comment il va présenter les choses. Il a aussi une expérience avec des milliers de vidéos YouTube derrière et un ton, une façon de parler, de synthétiser des informations qui est unique et que les gens apprécient. Et en plus de ça, il a le bénéfice d'avoir déjà une audience existante. En France, McFly et Carlito pourraient très bien nous faire des vidéos no editing et nous dire non mais franchement en fait les gars arrêtez de vous prendre le show, regardez on continue de faire des millions de vues sur du no editing. Oui, mais si McFly et Carlito commençaient aujourd'hui là-dessus, ils ne perceraient pas. C'est sûr, c'est quasiment sûr. C'est sûr. Attendez, je vous montre Jade. Je vais vous montrer Jade. Jade, il a parce que là on va développer plusieurs personal brands dans l'équipe, comme ça va nous rendre antifragile. Il est là Jade. Jade, il a fait 3 millions en closing. 3 millions en closing. Il a 20 ans. Il a closé des chefs d'entreprise, je suis fatigué, des chefs d'entreprise et tout. 3 millions en closing. Et là, je lui ai dit, Jade, il faut que tu commences à poster sur YouTube. Je lui ai dit, mais Jade, qu'est-ce que c'est que cette merde? Le script qui m'a aidé à générer 1,7 million, 50 000 euros par mois. Et je vous promets qu'il fait ce chiffre. Il m'a montré. Il fait ces chiffres, je vous le promets. Je lui ai dit, Jade, c'est pas parce que tu as cette nouvelle mode où tu as des entrepreneurs qui postent des vidéos comme ça
absolument pas travailler, et j'en passe, même si tu as des choses à dire. C'est pas parce qu'il y a cette mode, c'est même pas cette mode, il y a cet effet moutonnesque où les gens le font que tu dois le faire, bêtement. Avec l'argent que tu as gagné, si tu as la possibilité de faire du editing, ne fais pas ça. Regarde, déjà, ces titres ne sont pas optimisés, ces miniatures ne sont pas optimisées, et j'en passe. Si tu as la chance de directement éditer tes vidéos, de faire de belles miniatures, fais-le. Moi, j'ai 9 000 abonnés, j'ai fait cette vidéo. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube, je vais poster plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je la poste pas, dans le fond, je poste pas ces vidéos pour vous, hein. Je les poste pour moi, hein. Parce qu'il faut que je poste plein de vidéos pour comprendre les codes de YouTube, comme exactement ce que vient de raconter cet intervenant. Parce que au bout d'un moment, quand tu postes 1000 vidéos, tu sauras exactement quoi faire pour ta 1001e vidéo. Donc dans le fond, je le fais pas vraiment pour vous, hein. Je le fais, voilà, je poste. Il y en a qui vont regarder, il y en a qui vont pas regarder. Tant mieux. Mais je le fais parce que j'ose espérer que dans 5 ans, dans 3 ans, bah, je déteste parler avec le casque parce qu'après, je m'entends pas. C'est affreux. Et quand je m'entends pas, après, je tape sur les mots. Je le fais de telle sorte que je devienne tellement bon que pour mon monteur, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile. Je vais directement droit au but et j'en passe. La masterclass que je viens de poster de 20h, j'ai posté une masterclass de 20h sur ma chaîne YouTube sur comment faire de l'argent. Je sais, déjà de 1, l'écrire, ça m'a pris 4 semaines. Je vous garantis que si je n'avais pas écrit cette vidéo, elle n'aurait pas fait 20 heures, elle aurait fait 60 heures. Parce que moi, si vous remarquez, j'ai un problème. C'est que je développe un peu trop sur les choses. Toutes mes meufs me l'ont dit. Oh là là, Thierry, tu parles un peu trop des fois. Toutes mes meufs me l'ont dit. Même si j'ai des choses à dire. Et j'apprends à aller droit au but. J'ai ce problème. Et si je poste sans arrêt du contenu, c'est pour apprendre à aller davantage droit au but, d'avoir cette capacité à synthétiser la chose, d'avoir un produit unique où des gens m'écoutent, c'est simple, en 10 minutes le travail a été fait, elle passe à la caisse. Donc il y a du bon dans ce que fait MrBeast, il faut beaucoup faire de quantité pour d'ailleurs ensuite avoir la qualité, avoir le côté synthèse du produit, mais qui le rend unique. C'est exactement, par exemple, ce que veut faire Facebook Ads. L'objectif de Facebook Ads, c'est tu vas sur la plateforme, tu appuies sur On et te trouves des clients directs. Alors qu'en 2017, Facebook, c'était des mathématiques, hein. Tu devais calculer le CTR, ensuite le ROI, le ROS, ensuite ton coût par âge au panier. Ça ne doit pas dépasser 20% de ton panier moyen dans ton site internet. Tu dois faire le calcul. Est-ce que je coupe tel adset? Est-ce que je coupe tel... C'était des mathématiques. Aujourd'hui, de moins en moins, c'est le cas. Et c'est l'objectif de Facebook. Tu vas sur la plateforme, tu appuies sur ce bouton, ça fonctionne. Mais pour ce faire, il faut avoir dépensé des heures sur ton produit, sur toi-même, tester des choses. Il faut de la qualité, de la quantité. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Facebook ne peut pas devenir cet algorithme où tu as juste besoin d'appuyer sur un bouton sans toutes ces années de testing, d'argent dépensé, de temps, d'analyser tout, de quantité. Donc voilà. Donc, tout dépend du stade auquel vous en êtes. Maintenant, pour démarrer, aller dans les Vosges et tout ça, je suis bien d'accord. Je pense qu'en fait, la meilleure façon de le faire, si jamais vous voulez tâter un peu YouTube mais que vous n'avez pas envie d'y aller à fond, c'est effectivement de le faire vous-même en presque no editing, en fait des cuts quand même, ou enlever des parties que vous répétez. C'est ce que j'allais dire. Mais surtout, analysez ensuite vos courbes de rétention, apprenez à les analyser, et voyez les moments où, là vous auriez quand même dû retirer un truc, là vous avez trop digressé. Parce que vous allez comprendre très vite que l'audience c'est quand même pas magique, et non, il n'y a pas des millions de personnes qui attendent que ça, d'avoir une vidéo de 2 heures qui aurait pu être résumée en 5 minutes. Parce que dans le même temps, il y a aussi une tendance qui s'appelle Abrège Frère sur TikTok. Alors, ce qu'il vient de dire, c'est pas, quand il dit il n'y a pas plein de personnes qui attendent que ça, de regarder une vidéo de 2 heures qui aurait pu être abrégée en 5 minutes. 99,9% des gens sont comme ça. 99,9% des gens. Même pour ce qui est de leur youtubeur préféré, ils préfèrent regarder une vidéo synthétisée plutôt qu'une vidéo de 2-3 heures de leur youtubeur préféré. Donc il n'y a aucune raison que vous ne travaillez pas sur votre capacité à synthétiser les choses.
de quelqu'un qui résume des vidéos qui traînent sur 2 minutes et qui dit en fait je te résume l'info, ça prend 4 secondes. Après là, par contre, ce qu'il vient de dire, c'est un peu faux parce que le mindset de TikTok est un peu différent du mindset de YouTube. Les gens sur YouTube choisissent leurs vidéos, ils décident de regarder cette vidéo, s'ils ne sont pas contents après, bien évidemment qu'ils passent. Alors que la culture du scrolling, c'est complètement différent. Dans la culture du scrolling, les vidéos te sont imposées. Hein. Et en plus de cela, pour la plupart du temps, tu n'as pas ces capacités à avancer directement sur la vidéo. Alors, ça se fait de mieux, ça se fait au fil du temps. Plus le temps passe, mieux tu peux le faire sur TikTok et Instagram. Mais de base, tu peux pas vraiment le faire. Ben, les gens n'ont peut-être pas encore ce réflexe de le faire. Donc, c'est complètement différent. Dans le short, les vidéos te sont imposées. Alors que sur YouTube, tu es grand maître. Tu peux mettre sur YouTube, tu peux mettre du x2. Tu décides de regarder la vidéo parce que le YouTuber en question a bien mis la miniature, il a bien mis le titre de la vidéo. Donc là, c'est un peu différent ce qu'il vient de dire. Donc voilà, on peut mettre tendance contre tendance, mais je pense qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde. Non, mais effectivement, mais c'est ça qui est bien aussi sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas forcément de hack, de recettes magiques. Moi, c'est ce que je dis souvent à d'autres personnes. Voilà, c'est que ce serait trop facile s'il y avait une recette magique, et ceux qui vous vendent des recettes magiques sur YouTube, voilà, il y a toujours ce petit côté de moi, ça me dérange. C'est comme les youtubeurs qui sont devenus connus grâce à YouTube. La recette magique, je vous le dis d'ores et déjà, les amis, c'est les 4 profils d'entrepreneurs, non, les 4 profils de personnes dont je vous ai cité tout à l'heure. Soit tu es ultra éloquent, tu sais capter l'attention des gens, tu es un hypnotiseur, soit tu as beaucoup d'expérience de vie, soit, donc quand j'ai expérience de vie, c'est-à-dire tu as vécu des choses incroyables, tu as des choses à raconter, soit tu es calé dans un domaine, soit tu es déjà connu à travers une autre plateforme. Et la plateforme en question, je répète, c'est la radio, la télévision, Netflix, le cinéma. C'est pas Instagram, c'est pas TikTok, c'est pas Twitter. Quoique, potentiellement, si tu as réussi à te faire connaître sur Instagram, Twitter et LinkedIn, potentiellement si. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les gens te suivent. La plupart du temps, Twitter, Instagram et LinkedIn explosent parce que tu t'es fait connaître ailleurs. Moi, je les appelle les plateformes secondaires. Hein. Hailey Bieber, par exemple, je prends l'exemple de Hailey Bieber, qui est la femme de Justin Bieber. Elle s'est fait connaître sur YouTube et la télévision, on va dire. Télé-réalité Kardashian, télévision, T'as raté Kardashian, télévision à travers Justin Bieber et tout ce qui est documentaire et j'en passe. Elle s'est fait connaître. Derrière, elle n'a pas créé une chaîne YouTube, elle a créé plutôt Instagram et j'en passe. Et après, de par son Instagram, elle a annoncé lancer une chaîne YouTube et ça a directement suivi. Mais même quand on analyse dans le fond, ce que je viens de dire est totalement juste. Elle s'est fait connaître plutôt à travers d'autres personnes ou bien à travers la télévision et j'en passe. Et du coup, son Instagram a explosé et elle a ses 20 millions d'abonnés. Non, Instagram, Twitter et LinkedIn sont des plateformes secondaires. Donc voilà. Qui vont te dire, tiens, je sors une formation pour t'apprendre à faire comme moi. Oui, mais personne ne sera jamais comme toi. Et je pense que sur YouTube, et encore plus sur le no-editing, c'est pas le no-editing qui est important, c'est la personne qui va faire le contenu qui est important. Une personne qui a une forte personnalité, comme tu dis, qui a quelque chose d'hors norme, qui a une certaine habitude de s'exprimer, parce que ça, c'est important. Les gens qui font du vrai no-editing, je serais incapable d'en faire, parce que je mets beaucoup trop de E, je pars dans beaucoup trop de directions possibles, donc finalement, je serais obligé de faire du cut. Donc ce sera plus du vrai no-editing, parce que de vrai no-editing, c'est vraiment, j'allume ma caméra, je parle pendant 20 minutes, hop, je la mets sur YouTube. Encore une fois, c'est exactement ce que je viens de raconter. Ce que je viens de dire. Bon, après, vous voyez, si j'enlève mon micro, si j'enlève ce casque, je vais mieux parler. Hein. Ce casque me casse la tête, je m'entends pas. Je vais mieux parler. Mais ce qu'il vient de dire, je l'ai dit. Lorsque tu es une éloquence, tu ne fais pas A, B, ba, boum, ba, boum, t'as pas besoin d'editing. Donc déjà, première chose, allez, entraînez-vous à ne pas EET. Hein, entraînez-vous. Ça, c'est dommage parce que les Américains, eux, ils ont cette capacité à le faire. Les Américains, chez eux, peu importe la personne, intelligente ou conne, personne ne EET chez eux. Il n'y a pas de Ils parlent, ils mettent un temps de pause, ils parlent, ils mettent un temps de pause, ils parlent, ils mettent un temps de pause. La culture du vient des vieux en France. En France, on a peur de laisser des blancs. Tu le remarques très rapidement dans les conversations de séduction. Quand un homme veut séduire une meuf, il a peur de laisser des blancs. Ou bien, tout simplement, chez les vieux, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'ils parlent entre eux, ils ont peur de laisser des blancs. La culture du vient des vieux.
Et vu qu'on, nous jeunes, on se fait éduquer par les vieux, vu qu'on est leurs enfants, et ben le eux vient aussi. Parce que tu vois, t'as un pays, tout le monde parle de la même manière. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un des bons côtés de l'américanisation, même si dans le fond, l'américanisation, c'est un cancer pour le monde. C'est que en regardant, en américanisant un peu plus la France, si tu remarques bien, les jeunes ne heurtent pas. On heurte de moins en moins, ce qui est bien. Et en tout cas, il faut à tout prix développer ses capacités à ne pas heurter. C'est cancérigène. Parce que comme il dit, si tu heurtes, eh bien, t'es obligé de faire du non-editing. Et en plus, dans les débuts, si t'as pas d'argent, bah c'est chiant, hein, tu vois. C'est chiant, tu vois. Alors, tu vas apprendre à toi couper tes vidéos par toi-même, mais c'est chiant. Alors que si t'es capable de ne pas EET, bah tu postes ta vidéo, basta, tu vois. Donc bien, en tout cas, pour ton monteur, c'est plus facile à éditer la vidéo. Donc, ce qu'il vient de dire est important. Si vous commencez à faire des vidéos et que vous n'avez pas d'argent, là, au moins, si vous n'avez pas d'argent, au moins, allez sur YouTube et regardez des vidéos sur l'éloquence, l'art oratoire et j'en passe. Des vidéos qui vous permettent de ne pas EET, qui vous permettent de parler avec un débit de parole assez bien, pas trop rapide, hein, pas trop lent, assez bien. Déjà, c'est pas mal c'est pas mal déjà dans vos débuts pour faire vos vidéos si vous n'avez pas le budget pour faire des cuts. Mais ce qu'il vient de dire, c'est bien, et je l'ai déjà dit. Art oratoire, éloquence, et j'en passe. Donc voilà. Moi, je fais ça. Personne m'écoute. Je suis désolé, j'ai pas une personnalité hors norme. J'ai pas des magnifiques choses à raconter. Les personnalités hors normes, il vient de le dire. Je l'ai dit déjà. De toute façon, là, on est en train de se répéter, donc je vais arrêter la vidéo. Mais je viens de le dire. Personnalité hors norme, qui? Elon Musk. Elon Musk, il parle. Je n'ai jamais regardé une vidéo d'Elon Musk. Je n'ai jamais regardé une seule vidéo d'Elon Musk. C'est une souffrance d'écouter Elon Musk. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est Elon Musk. Parce qu'il fait des choses. J'ai pas l'habitude de le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça marche, les gens écoutent Elon Musk parce qu'il fait des choses. Donc, c'est pour ça que c'est... Encore une fois, comme d'habitude, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est juste la façon dont vous le faites. Mais ne vous attendez pas à avoir une chaîne qui va percer du jour au lendemain juste parce que vous faites du no-editing. Et après, pour en revenir à Life of Riza, pour moi, c'est encore un autre type de chaîne. C'est plus de la chaîne qui a une tendance cinématographique plutôt que du no-editing. Parce qu'on va avoir à chaque fois des angles super bien calculés où je vais mettre la caméra. Il y a une certaine histoire dans les vidéos, donc il y a une certaine structure, comme tu le dis, qui a souvent été étudiée en avance. Et on est sur des vidéos, presque des vidéos un petit peu satisfaisantes, parce qu'elles sont belles. Excusez-moi, je coupe encore. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que... Ce qu'il vient de dire est ultra important. La communication non verbale est la chose la plus importante dans vos vidéos. La lumière, votre voix, la couleur, la température de votre vidéo, la manière dont vous êtes habillé, êtes-vous coiffé, l'angle, toute cette communication verbale, dans le fond, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier des autres. Rendez-vous compte qu'à la fin d'un discours de Emmanuel Macron, lorsqu'on pose des questions à des gens sur cette interview d'Emmanuel Macron, on leur pose la question de savoir qu'est-ce que tu en as pensé, des gens vont dire « Ah bah écoutez, il avait une belle cravate, aujourd'hui il paraissait un peu fatigué, c'est dommage, il a tourné sa vidéo dans une pièce où on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière. » Des gens s'adressent sur des détails. Bardella a explosé sur TikTok. Bardella, en termes de résultats, d'impression, dépasse les autres parce qu'il est beau. C'est quand même incroyable. Parce qu'il est beau. Et donc, du coup, malheureusement, la forme, c'est 90% des choses. Et pour que les gens découvrent le fond, eh bien, il faut que la forme soit optimisée. Donc, le non-viral, votre manière de vous tenir, votre beauté, vos habits, est-ce que vous paraissez fatigué, l'angle, comme ce qui vient de dire, l'angle de vos vidéos, toute cette communication verbale compte énormément. Donc, si vous faites des vidéos non éditées, vous devez parler correctement, vous devez être un minimum présentable, vous devez comprendre le concept du lighting sur vos vidéos, le concept du son sur vos vidéos,
Et vous devez aussi comprendre voilà, le concept des plans, caméra et j'en passe. Parce que les images sont belles, c'est pas tourné avec ton iPhone ou avec ton dernier Samsung Galaxy. Il y a vraiment cette recherche du beau. Ça me fait penser un petit peu au cinéma, tu vois. Ça fait un peu film d'auteur super niché qui plaira pas à tout le monde, mais qui va aimer, qui va plaire à une audience. Mais tu peux pas avoir 15 000 chaînes, c'est souvent ce que tu dis, toi. Tu peux pas avoir 15 000 chaînes qui font la même chose parce que finalement, t'en as déjà une, c'est déjà bien, mais tu peux. En tout cas, c'est pas comme ça que je conçois moi ma consommation de YouTube, même si elle est très personnelle. Mais souvent, tu vas regarder une personne qui est la mieux dans un domaine. Et ça va être difficile de regarder 15 personnes qui font la même chose finalement. Pour les Bah alors à ce niveau-là, il a pas trop tort, il a pas non plus trop raison. Déjà, là où il a raison, c'est que si tu prépares pas ton contenu, bah justement, tu donnes davantage de raisons à la personne d'aller justement voir le numéro 1. Donc encore une fois, il faut faire du editing, il faut optimiser son contenu. Là où je suis pas trop d'accord avec lui, c'est que je l'explique dans la masterclass que j'ai fait, de pourquoi se lancer même si d'autres personnes l'ont déjà fait avant toi. Parce que il peut arriver que des personnes sachent exactement ce que tu sais, mais leur logos sera forcément différent du tien. Et donc, du coup, vous vous exprimerez pas de la même manière, vous ne véhiculerez pas le message de la même manière. Donc, du coup, face à une audience, mais il y aura tout simplement une audience qui préférera la manière dont sera dit les choses de cette personne, et il y aura une autre partie de l'audience qui préférera la manière dont seront dit les choses de l'autre personne, toi, justement. Donc, c'est pour cette raison que tu dois te lancer, même si d'autres personnes l'ont déjà fait avant toi. Et le cas, c'est par exemple, si demain on apprend que Emmanuel Macron a fait un accident de voiture à Nice, eh bien, tout simplement, tu vas avoir 100 personnes sur YouTube dire que Emmanuel Macron a fait un accident à Nice, on est d'accord? Eh bien, les personnes ne vont pas regarder ne vont pas écouter, regarder les vidéos des 100 personnes. Ils vont regarder les vidéos des personnes qu'ils préfèrent. Et quand on dit personnes qui préfèrent, cela veut tout simplement dire des personnes qu'ils apprécient. Et pour développer la relation avec des personnes, eh ben, il faut tout simplement poster du contenu. Dans un premier temps, séduire la personne avec du contenu bien travaillé, édité. D'accord? Et plus la personne écoute ton contenu, plus elle consomme ton contenu, plus la personne regarde ton contenu, et plus elle commence à t'apprécier. Hein? C'est comme une relation amoureuse. 3 ans avant d'avoir une relation solide. Les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. 3 ans avant d'avoir la confiance des personnes et avoir une communauté solide. Mais pour ce faire, il faut que les personnes découvrent ton contenu. Donc, il faut l'éditer. À ce niveau-là, tout est dit. contenus satisfaisants, en tout cas, c'est le cas. C'est pour les contenus satisfaisants, que ce soit de l'ASMR, que ce soit de la relaxation, que ce soit des vidéos feel good chill comme Life of Riza, ou des vidéos avec des magnifiques images au drone, etc. Généralement, mettez-vous dans votre propre peau de viewer. Est-ce que vous voudriez regarder 2 vidéos par jour de ce format-là? Généralement, non. Est-ce que vous voudriez regarder vos propres vidéos? Déjà de 1. Vous en regardez 1 ou 2 par semaine, au moment où elle sort, et ça vous fait du bien à ce moment-là. Et après, ça suffit, en fait. Par contre, là, excusez-moi, je coupe ce qu'il dit. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que je regarderai mes propres vidéos? Déjà de 1. En fait, c'est la question la plus importante. Parce que dans les débuts, tu vas pas être bon, mais il est quand même important que dans ta perception des choses, tu estimes être bon. Jusqu'à te dire 6 mois plus tard que, ah punaise, j'étais pas vraiment bon. J'étais pas si bon que ça. Donc ouais, la question, c'est surtout de se poser. La question à se poser, c'est surtout, est-ce que je pourrais regarder mon propre contenu avant de le poster, bien évidemment. Si déjà toi-même tu es en train de douter sur la qualité de ton contenu, pourquoi est-ce que tu infligerais cela à d'autres personnes, sachant que le marché est intransigeant, le marché est rude, le marché est méchant, les gens n'en ont que faire de toi. Donc pose-toi la question en fait, pose-toi la question. C'est pas un contenu dont on va se gaver. Contrairement à d'autres formes de formats, des fictions, des vidéos analyses, des vidéos tutos sur un sujet qui nous passionne. On peut s'en gaver, on peut en regarder 10 d'affilée. Il n'y a pas de problème, parce que ça nourrit, on apprend des trucs nouveaux, etc. Mais les vidéos satisfaisantes comme ça, il y a de la place que pour très peu, finalement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, ça me fait halluciner le nombre de gens qui nous citent Life of Riza, alors que c'est une créatrice qui est très peu connue en France, qui est pas mainstream comme MrBeast, etc.
Et beaucoup de gens nous la citent elle, alors qu'il y a plein d'autres chaînes qui font des contenus similaires et que personne ne cite jamais, en fait. Et donc vous, si vous créez du contenu en vous disant je suis inspiré par Life of Risa, il y a beaucoup de chances que vous retrouviez dans le paquet en dessous là où personne ne les regarde en fait ces vidéos-là. Donc ouais, mais bon là on dérive un petit peu. Tu me faisais penser à un truc tout à l'heure. Je trouve qu'il pourrait être intéressant, c'est de se dire que ça peut être quand même, je vois une vertu au no editing, c'est que pour des créateurs de contenu qui sont sérieux sur la plateforme et qui performent déjà bien sur la plateforme, je trouve que ça peut être un objectif à viser intéressant. De se dire, j'aimerais que mes vidéos aillent de plus en plus vers du no-editing tout en gardant les mêmes perfs. Parce que c'est ce qu'on C'est pratiquement impossible. cherche en fait tous en tant que créateur. On cherche évidemment à toucher du monde, de la perf, rétention, taux de clic, etc. Tu connais l'histoire. Mais on cherche aussi à être vrai, à pouvoir le plus possible exprimer qui on est, exprimer nos idées, etc. Et ne pas avoir besoin, entre guillemets, de masquer ça derrière des artifices, des cuts, des transitions, etc. Et donc, si on arrive petit à petit à faire la transition vers du contenu de ce type-là, quelque part, pour moi, on a tout gagné. Parce que déjà, ce sera plus facile pour faire du contenu, on dépendra plus d'autres gens, on dépendra moins aussi des perfs, des vues, du modèle économique. On enlève cette dépendance-là, donc ça rend le truc intéressant. Mais c'est probablement un truc qu'il faut faire étape par étape, et là aussi, moi je le vois de façon très analytique. Pour moi, c'est un truc où, tiens, d'habitude, je fais des cuts à cet endroit-là, ou là je fais des transitions, ou d'habitude, quand je donne cet exemple, je garde qu'une toute petite partie, là je vais essayer une fois de le laisser en entier pour voir. Comment va être ma courbe de rétention? Parce que vraiment, si je raconte l'anecdote en entier plutôt que de laisser 20 secondes, est-ce que vraiment j'ai beaucoup de gens qui partent? Ah non, en fait, les gens ils restent. Ah, écoute, peut-être que je vais le faire un peu plus alors du coup. Et puis petit à petit, on enlève un truc. En fait, l'inverse de comment MrBeast s'est développé sur YouTube, parce que MrBeast s'est développé en rajoutant un truc à chaque fois, en disant là j'apprends les cuts, là j'apprends la musique, là j'apprends tel truc. Là, quelque part, désapprenez un peu certains de ces artifices en vous disant tiens, je vais essayer d'enlever la petite transition que je mets à cet endroit-là, et puis voir si ça change quelque chose ou pas. Et là, si vous le faites de façon scientifique, entre guillemets, je pense que vous pouvez petit à petit progresser. Parce qu'on le voit aussi, nous, sur les créateurs qui se mettent beaucoup la pression et tout ça, on le sait, nous, de notre point de vue extérieur, que des fois, ils en font beaucoup, beaucoup trop de l'over-editing, de l'over-scripting, entre guillemets. Ils vont trop condenser les choses, parce qu'ils ont peur de perdre de l'audience. Alors que parfois, nous, on sait qu'il y a des bouts où c'est pas grave, laisse ce truc-là, t'inquiète, ça va passer. Au contraire, ton audience, elle aimera bien. C'est pas parfait, c'est bien. Ok, non. Après, là, ce qu'il vient de dire, c'est de la suroptimisation. Faut avoir l'équipe, hein. Là, c'est de la suroptimisation. Par contre, ce qu'il disait par rapport à l'objectif du non-editing, moi, je pense qu'il faut prendre cela avec des pincettes. Je pense que, en fait, quand tu crées ton contenu, tu dois avoir une sorte de pourcentage sur les différents contenus que tu fais. Le pourcentage en short, le pourcentage en editing, le pourcentage en analyse, le pourcentage en contenu non édité, et j'en passe. Et bien évidemment que plus le temps passe, eh bien, tu peux, on va dire, augmenter la part de pourcentage de ton contenu non édité, mais ne pas faire que ça. Hein. De toute façon, le contenu non édité ne fera jamais autant de vues que ton contenu édité. Par contre, ton contenu non édité renforcera la relation avec les personnes, et c'est dans cette relation que tu feras de l'argent. Mais il faut pratiquer le darwinisme dans tout ce qu'on fait. Le darwinisme, c'est s'adapter sans arrêt, c'est vite transiter s'il le faut, et avec intensité, surtout. Et lorsque tu pratiques le darwinisme, tu ne peux pas compter que sur le contenu édité, parce que c'est ce que je viens de expliquer, c'est ce que j'expliquais en début de vidéo, à faire une petite chaîne où tu ne parles qu'un certain nombre de personnes. Ta chaîne, tu la rends de plus en plus fragile parce qu'il est de plus en plus optimisé. Donc même si tu fais que du contenu, même si tu augmentes la part de pourcentage dans le contenu non édité, il faut quand même rester dans cette optique de toujours faire croître ton audience. Ok, d'accord? Parce qu'il y a de nouvelles personnes qui me découvrent, des personnes entrent à nouveau dans ma communauté, le contenu édité que je fais davantage, je travaille en relation avec des personnes qui sont déjà là, et le contenu édité aussi, non édité, excusez-moi, que je fais, du coup, les nouvelles personnes qui entrent dans mon funnel, avec le temps, donc avec un certain décalage vis-à-vis des personnes qui étaient là bien avant elles, et bien aussi, elles, petit à petit, elles rentrent dans ce cercle un peu plus fermé de mon audience. Donc, contenu édité, oui, augmenter le pourcentage, mais il faut toujours garder en tête l'option, je fais en sorte de tout le temps développer mon audience, de ne pas rester qu'avec une petite audience, tout simplement parce que tous les business, un business, ça meurt très vite. Une tendance, ça meurt très vite. Aujourd'hui, avec Internet, ça va encore plus vite. Il y a l'IA qui arrive. Tu dois toujours chercher la croissance. Bien évidemment, une croissance contrôlée, mais toujours chercher la croissance. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, il y a des personnes qui ont commencé à créer du contenu il y a 8 ans, 7 ans, elles ont 1 million d'abonnés, aujourd'hui elles postent, il n'y a que 30 000 personnes qui regardent leurs vidéos, mais c'est pas grave parce que il y a une relation solide avec ces personnes. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe après dans 5 ans? On passe de 30 000 à 15 000? Après de 15 000 à 5 000? Pourquoi? Parce que ces personnes, les 30 000 qui restaient, peut-être qu'ils ont d'autres choses dans leur vie, peut-être qu'ils passent à une autre étape de leur vie, peut-être qu'ils deviennent papa, maman.
peut-être qu'ils ont tout simplement abandonné. Si tu fais une chaîne business, par exemple, ou bien une chaîne sur la cuisine, peut-être qu'ils ont changé de passion. C'est fragile. C'est fragile. Donc, continuité, c'est bien. En faire un peu plus, oui, c'est bien. Mais toujours rester dans la croissance avec le contenu édité. D'ailleurs, il y a des Américains qui le font très bien. Il y a des Américains qui font quoi? Qui font de base. J'ai beaucoup d'exemples. Ils font du contenu édité de base. Et après, on va dire, chaque 3 semaines, ils font un contenu non édité, une sorte de live. Dès que l'audience commence à grossir, avec le temps, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur. Bien, on passe de un live tous les 3 semaines à un live à tous les 2 semaines. On passe de un live tous les 2 semaines à un live toutes les semaines. Après, on passe un live de toutes les semaines à un live mercredi et dimanche. Ça, c'est bien. Mais toujours en gardant ton contenu édité. Donc, avoir la part de contenu non édité. Et puis, de toute façon, que tu le veuilles ou non, ta chaîne YouTube elle a plus de chances de croître, de grossir avec du contenu travaillé, bien édité. Et voilà. Non, mais intéressant. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Parce que, alors, dites-nous en commentaire, hein, mais vous allez voir que cette tendance arrive un peu dans toutes les niches, dans tous les types de chaînes différentes. Il y en a qui vont réussir. Encore une fois, pour moi, c'est plus parce qu'ils ont une certaine expérience et c'est leur personnalité qu'on vient voir avant tout, Ils réussissent parce qu'ils sont déjà connus. plutôt que le format. Et il y en a qui vont vite revenir à l'ancien mode de YouTube où c'est un peu plus rythmé. Donc, Du coup, c'est une opportunité pour vous. Pendant que les personnes suivent bêtement les tendances sans réfléchir sur le pourquoi du comment, vous, lorsque vous créez du contenu, avalez du contenu YouTube tous les jours sur comprendre mieux l'algorithme et testez. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que cette vidéo aura 4 vues. À ces 4 personnes qui me regardent, je vous le garantis, vous allez voir sur ma chaîne que je vais poster énormément de vidéos. Je ne le fais pas forcément pour vous, je ne le fais pas forcément pour renforcer ma relation avec vous, mais je le fais pour moi être davantage meilleur, pour qu'au bout d'un moment, mon contenu ne soit que chirurgical. Donc, et c'est important, encore une fois, je l'ai dit, pour apprendre la lumière, il m'a fallu 1 semaine, pour apprendre le son, il m'a fallu 1 semaine, pour apprendre le visuel, les caméras, il m'a fallu 1 semaine. C'est fou, hein. Pour apprendre les codes de YouTube, j'en apprends tous les jours, on est encore loin, hein, parce que ce qui est sûr avec YouTube, et la lumière, le son, la light, le business, c'est grâce à l'exécution que tu t'améliores. C'est pour ça que je vais poster 1 milliard de vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai besoin de poster mes vidéos sur YouTube pour comprendre davantage l'algorithme, comprendre son fonctionnement, comprendre là où est-ce que ça bug, comprendre là je dois fermer ma gueule et j'en passe. J'ai créé une deuxième chaîne YouTube où je fais des vidéos réactions. C'est exactement pour ça. Parce qu'avec les vidéos réactions, je teste des miniatures. J'ai des miniatures où je fais du 10% de clic d'ouverture du click to rate. Il y en a, j'en fais 3 à 4. Je comprends davantage qu'est-ce qui fonctionne en termes de miniatures. Cette technique fonctionne bien mieux que d'écouter un YouTuber qui le fait depuis 10 ans et qui vous donne des conseils. Parce que malheureusement, on part dans une économie où la personnalité domine de plus en plus. J'ai vu une vidéo récemment du CEO de Instagram qui le dit, on va plus se focus sur les créateurs que les publishers. Publishers, c'est les marques, tout simplement. Le problème avec ça, c'est que le personal branding, c'est subjectif. Tu peux écouter les conseils de MrBeast ou de Océane ou de Squeezie, j'en passe. Pour eux, ça marche d'une certaine manière. Pour toi, ça marchera peut-être d'une autre manière, tout simplement parce que vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas la même voix, vous n'avez pas le même visage, vous n'avez pas le même sexe, vous n'avez pas les mêmes habitudes, vous n'avez pas la même manière de parler. Certains heurtent, d'autres ne heurtent pas. Il y a tous ces petits trucs qui entrent en considération. Donc, il faut tester. On n'oublie pas, Iman Gadzhi a posté depuis 8 ans. Il y a des mecs qui ont posté depuis 5 ans avant de réussir. Il faut tester. Donc, déjà, il faut enlever de sa tête, là, je vais faire du contenu raw dès le début. Et en plus, il y a un problème aussi que je voulais rajouter. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui vont, tu vois, sur leur LinkedIn, sur leur Instagram, sur leur Twitter, ils te disent qu'ils sont spécialistes en marketing, spécialistes ils ont tous des compétences dans le business. Et ils vont sur YouTube, ils vont faire une vidéo documentaire. Le journalisme ne paye pas, hein. Ils vont faire une vidéo documentaire. Dès la première vidéo, ils vont faire 50 000 vues. Ils vont prendre 10 000 abonnés et ils vont se dire « Putain, je suis fort ». Tu n'as créé aucune relation. Les gens que tu as amenés dans ton audience, les gens qui regardent ta vidéo ne te connaissent pas. Ils vont en vouloir plus de ce type de contenu. Le jour où tu vas venir avec un nouveau produit, personne ne va acheter.
Ça, c'est de la triche. Faire des vidéos documentaires de la sorte, c'est de la triche. Et dire après que tu as compris l'algorithme, c'est pas comme ça qu'on comprend l'algorithme. Comprendre l'algorithme, c'est-à-dire voilà ce que signifie comprendre l'algorithme. Comprendre l'algorithme signifie je comprends vis-à-vis de ma personne comment l'algorithme réagit. C'est-à-dire que monsieur algorithme YouTube réagit de cette manière avec moi. Ce n'est pas l'algorithme YouTube réagit de la sorte, alors je fais ce type de vidéo. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les gens qui font des vidéos documentaires, ils vont faire 50 000 vues, ils vont se dire j'ai tout compris de YouTube. Tu n'as absolument rien compris de YouTube parce que tu n'as développé aucune relation de YouTube. Il y a plein de chaînes YouTube qu'on voit. Ils ont 200 000 abonnés, ils postent une vidéo par jour, c'est des vidéos documentaires. Tu vas voir après leur taux de conversion, c'est 0 €. Parce que vous avez compris les codes YouTube sur comment faire une vidéo virale, mais vous n'avez pas compris les codes YouTube sur comment développer de la relation sur YouTube. Et ça, à ce niveau-là, il ne s'agit pas de comprendre l'algorithme de YouTube, il s'agit de comprendre comment l'algorithme de YouTube fonctionne avec moi. Et quand je dis comprendre comment l'algorithme fonctionne, comment fonctionne l'algorithme de YouTube avec moi, c'est-à-dire, il y a l'audience, tu as l'audience, là tu as l'audience, ici, là tu as moi, et là tu as l'algorithme YouTube. L'algorithme YouTube va prendre l'information ici, et ensuite pour la basculer chez moi là. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand je dis comprendre l'algorithme YouTube vis-à-vis de moi, c'est-à-dire comment réagissent les gens sur YouTube pour ce qui est de ma personne au travers de l'algorithme YouTube. Je suis parti trop loin. Voilà, et je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, pour moi, c'est intéressant pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui veulent arrêter de se mettre de la pression. Mais c'est pas adapté pour tout le monde. Voilà, moi, en tout cas, personnellement, moi j'aimerais bien tester parce que je m'en fous des stats. En tout cas, je m'en fous. Si je devais faire une chaîne YouTube, c'est pas les. Bon, alors là, bien évidemment qu'il ment. Hein. Tout le monde regarde les statistiques. Les personnes qui vous disent je ne regarde pas les statistiques sont les personnes qui ont tout simplement peur de ne pas tout simplement apprendre ou bien qui veulent apprendre mais qui ont peur des répercussions. C'est ce que ça veut dire. Hein. Je ne regarde pas les statistiques. Tout le monde regarde ces statistiques. Maintenant, il faut avoir l'honnêteté de se dire j'ai testé quelque chose et ça n'a pas fonctionné. Aussi simple que ça. Les stats qui m'intéresseraient, c'est plutôt le parcours et l'apprentissage que moi j'en ai de ma gestion de la caméra. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mieux vaut faire 5 ans à créer du contenu sur YouTube. Déjà, ça va prendre 3 ans. Je vous l'ai dit, YouTube, c'est comme une relation amoureuse. Il faut 3 ans pour avoir la confiance des gens. Mieux vaut prendre 5 ans à comprendre l'algorithme YouTube pour ce qui est de ma personne. Comprendre comment les gens réagissent avec moi vis-à-vis de l'algorithme. Comprendre comment les gens réagissent avec moi au travers de l'algorithme de YouTube. Et à cet effet, par conséquence, développer de la relation correctement en faisant croître ma chaîne YouTube, que de faire le raccourci, de faire des vidéos qui vont faire plein de vues, comme des vidéos documentaires, c'est-à-dire faire une vidéo BlackRock, les grands méchants loups, Poutine a tout compris, la culture d'Instagram toxique pour les jeunes, ce genre de vidéos où tu ne crées aucune relation, tu divertis les gens. Ce que j'appelle des shortcuts, c'est de la triche. Tu vas faire des vues en une année, mais quand tu vas ensuite encourager les gens à acheter ton truc, ça ne va pas fonctionner. Mieux vaut passer par ces 5 ans pour développer des relations plutôt que d'utiliser ces shortcuts. Je sais pertinemment que l'attention est ce qui compte aujourd'hui et que peu importe comment on a tiré l'attention, la chose la plus importante, c'est de se faire voir. Je te garantis que si tu as cette mentalité, oui, tu vas faire de la conversion, mais tu vas jamais faire autant de conversion. Les gens, quand ils te suivent pour quelque chose, ils attendent de toi. En fait, lorsque les gens te suivent pour quelque chose, normalement, ce que tu as ensuite derrière à leur proposer doit être en corrélation de la raison pour laquelle ces gens te suivent. Si demain Cristiano Ronaldo, qui est multimilliardaire, il est milliardaire en tout cas multimillionnaire, il réussit, il fait des hôtels, il sait captiver l'attention, il pourrait donner des conseils sur la discipline, le développement personnel, sur la motivation, sur la longévité. Il pourrait en donner des conseils. Je vous le garantis que si Cristiano Ronaldo demain ouvre une chaîne YouTube pour donner des conseils sur le développement personnel et j'en passe, personne ne va écouter. Parce que l'audience de Cristiano Ronaldo, c'est des personnes qui vont regarder plus de football et qui veulent se distraire. Ce n'est pas des gens qui veulent suivre des conseils de Cristiano Ronaldo.
Vous pouvez le voir dans plein de milieux. Dieudonné, par exemple, a été l'humoriste à bout d'un moment qui a été le plus connu de tous les temps. Avec Coluche, ces gens réunissaient, étaient écoutés par des millions de Français. Au moment où ils se sont présentés dans les élections, au moment où ils se sont présentés aux élections politiques, ils ont fait zéro. Ils ont fait un pourcentage de moins d'1%. Parce qu'on n'attend pas ces gens en politique. Donc le changement, il faut avoir une corrélation de A à Z. MrBeast fait de la divertissement, il tape dans la dopamine des gens, il monétise un produit qui est en relation avec la dopamine, le chocolat. Si tu as développé ton audience sur le football, lorsque tu veux monétise vis-à-vis du football. Et pour quelque chose qui a toujours attrait au divertissement. C'est important. Donc, mieux vaut passer par cette phase longue où je développe de la relation et je propose un produit qui est en rapport avec la relation que je développe avec les personnes, plutôt que de faire des vidéos shortcut, où tu vas faire une vidéo, tu vas faire 100 000 vues, une vidéo type documentaire ou bien une vidéo type je tape dans la dopamine des gens et la vidéo fait 200 000 vues, pour ensuite d'ailleurs leur proposer un produit business, tu vas faire 0 vue parce qu'il n'y a pas cette corrélation que j'expliquais. Et de l'écriture et de l'apprentissage. Parce que je pense, alors, si tu as d'autres choses à dire, tu me diras, mais je pense que c'est un très bon apprentissage de comment je suis devant la caméra et bosser plus en amont la structure, ce travail de structure, d'ordonner les idées, plutôt que de se dire c'est un hack qui va faire que j'ai des milliers de vues. Je sais que j'aimerais être plus à l'aise quand je parle face à la caméra, et je sais que c'est un exercice qui m'apprendra beaucoup plus, plutôt que de faire le classique comme j'ai fait pendant quelques temps, de lire un script, de me focus sur la caméra, de lire mes phrases, de m'arrêter, et finalement au montage tu enlèves tous les passages où tu regardes ton script. Donc, alors à ce niveau-là, ce qu'il est en train de dire, les amis, je vous le dis, un conseil lorsque vous souhaitez acheter des choses auprès des gens, plus le contenu est édité, et mieux ça sent la douille, et plus ça sent la douille. Une personne qui est expert dans un domaine n'a absolument pas besoin d'éditer son contenu pour vous expliquer ce dont il excelle. Ce dont dans quoi il excelle, excusez-moi. Moi, 9 mois à faire du étiquette, 9 mois à faire du étiquette avec des professionnels dans le photovoltaïque, 5 ans à faire de l'e-commerce, tu me donnes 2 heures avec une caméra, je pourrais t'expliquer de A à Z mon business, mes péripéties dans le business, mes réussites, les process, sans aucun editing. Plus ça cut, plus ça ment. Plus ça cut, plus ça ment. Donc, lorsque vous souhaitez acheter quelque chose, vérifiez à quel point cette personne a besoin de cutter ses vidéos. Lorsque vous regardez des vidéos de politicards ou bien de spécialistes de la sociologie, de la géopolitique, plus ça cut, plus ça ment. Et là, pour la plupart du temps, ces gens ne cutent pas leurs vidéos. Parce que c'est véritablement des experts, pour le coup. Ça, c'est un petit hack. Alors là, je l'ai coupé tellement de fois. Je vais arrêter la vidéo, ça commence à faire long, mais putain, excusez-moi de vous avoir coupé, monsieur. Voilà, testez-le. Ceux qui veulent le tester, testez-le, mais n'attendez pas que ça révolutionne votre chaîne. Prenez-le voilà. comme un apprentissage. Comme tu dis, c'est exactement ça. Ça va vous aider. Si vous le voyez comme une source de progression et d'apprentissage, génial. N'attendez rien. N'attendez rien en face, parce que probablement qu'il ne va rien se passer. Et je me disais aussi, en tant que plateforme, si ça devient une vraie grosse tendance de la plateforme, je ne suis pas sûr que c'est une grosse tendance aujourd'hui, mais si ça devient une vraie grosse tendance, et que tous les gros créateurs se mettent à faire du no-editing, tant mieux. Ça fera de la place pour les petits qui font de l'editing, qui vont pouvoir... Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Putain, mais je suis un génie. C'est pas possible. Je suis un génie, mais je suis en train de lire dans leurs mots, j'anticipe tout ce qu'ils disent. J'ai jamais vu cette vidéo, c'est la première fois. Mais je suis un génie. Je suis un génie, j'anticipe, j'ai l'esprit critique, je vois tout. Excusez-moi. On va leur passer devant. Et donc finalement, ça va renouveler un petit peu aussi les contenus qui font surface. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu au départ, mais sur toutes les plateformes et sur beaucoup de choses, en fait, quand une tendance prend trop de place, vous aurez toujours la contre-tendance qui va venir chercher ceux qui sont insatisfaits de la tendance mainstream. Donc c'est normal. Alors, je vais le couper encore un coup, excusez-moi. Une tendance, avant de regarder les tendances, les amis, moi, c'est une erreur que j'ai apprise. Avec le temps, apprise ou appris, excusez-moi, vous me corrigerez. Avec le temps, parce qu'avec la culture de l'Internet, il y a les quatre cavaliers, les 4 piliers dans l'équation de la richesse. Le travail dur, le timing, la tendance et l'environnement.
tu as ces 4 points, il n'y a aucune chance que tu ne fasses pas d'argent. Cependant, ça a été tellement désensibilisé sur Internet que les gens courent tendance après tendance. Dropshipping, SMMA, OFM, TikTok, et j'en passe. Et si j'ai fait une masterclass de 20 heures, si durant 10 heures j'ai parlé de personal branding et que les gens disent que je blablate, c'est pas grave. C'est parce que moi j'ai compris quelque chose qui est crucial à comprendre. Quand je dis développer une personal branding, c'est que je vous conseille, les amis, de vous focus sur les tendances quand vos fondations ont été bien établies. Quand vous avez de la relation avec des personnes, quand vous avez réussi à construire la chose la plus importante d'un business, c'est-à-dire ses fondations, la relation avec les gens, la confiance, parce que dans tous les business du monde, les business qui font le plus d'argent dans le monde sont les business qui ont le plus la confiance des personnes. Lorsque vous avez réussi à construire cette fondation, qui est tout simplement de la confiance, vous pouvez vous permettre de jouer sur les tendances. Dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, pour ce qui est de votre communauté. Et ceci, peu importe votre positionnement. Publisher, c'est-à-dire marque, entreprise ou créateur de contenu. Personal brand, peu importe. Si vous avez réussi à développer de la relation et que vous jouez sur la tendance du dropshipping, ça va fonctionner bien meilleur que le mec qui, lui, arrive, est bon en dropshipping, a des techniques et fait de l'argent. Le problème, c'est que lui va faire peut-être un peu plus d'argent que vous, un tout petit peu plus. Déjà, c'est pas sûr. Quand le dropshipping se termine, il devra ensuite recommencer sur une autre tendance. Alors que vous, avec votre personal branding, vous ferez déjà plus d'argent que ce mec, je pense, parce que pas besoin de publicité. Avec la publicité, bien évidemment, que vous pouvez scaler, mais vous proposerez quelque chose à votre audience, sachant pertinemment qu'une fois la tendance de dropshipping terminée, vous pourrez continuer à faire de l'argent parce que vous avez toujours l'attention des personnes, vous avez toujours cette relation que vous respectez vis-à-vis des personnes et que vous continuerez d'entretenir jusqu'à l'avènement d'une nouvelle tendance, ainsi de suite. Et c'est exactement ce que j'expliquais dans ma masterclass. J'expliquais que là, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Web3. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes parlent de la création de contenu du personal branding. Ils parlent du personal branding comme si c'était un effet de mode. Le personal branding, c'est quelque chose d'ultra profond. Et ça date depuis la nuit des temps. Il y a la pyramide de Maslow. Et au troisième état de la pyramide de Maslow, on a le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme quelque chose de primaire. Donc, quand vous développez votre business, si vous êtes capable de taper dans ce besoin primaire de l'être humain, vous ne pouvez plus faire faillite. Donc, à ce niveau-là, là, il parle des tendances. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Bâtissez d'abord les fondations de votre business et ensuite jouez sur les tendances. Et quand je parle de jouer sur les tendances, je parle de ces 4 piliers. Environnement, le timing, quand je dis le timing, c'est-à-dire être le premier sur une tendance, donc du coup la tendance, et le travail dur. Et là, vous ne serez plus jamais pauvre de votre vie. Comprenez une chose. Elon Musk a racheté Twitter, pas avec son argent. Elon Musk a racheté Twitter grâce à son personal branding. Il allait voir des Qataris, il allait voir des Saoudiens, il allait voir certains fonds de pension américains, norvégiens. Il leur a expliqué le concept. Ces personnes ont cru en lui parce qu'il a une personal brand et qu'il savait d'une manière ou d'une autre que cette personne allait récupérer cet argent. Pas forcément parce qu'il avait une technique incroyable sur comment monétiser Twitter. Il s'est basé sur sa personal brand pour convaincre d'autres personnes. C'est exactement ce que vous devez viser. Lorsque vous souhaitez vendre à des personnes, faites un marketing de valeur plutôt qu'un marketing de la performance. La richesse, c'est plutôt de se poser la question aujourd'hui. Nous vivons dans une économie de l'attention, nous vivons dans une économie de la relation. La question est plutôt de se poser plutôt de savoir comment est-ce que je peux faire en sorte que des personnes s'identifient à moi, comment est-ce que je peux faire en sorte que des personnes s'identifient à mes valeurs, comment est-ce que je peux faire en sorte que des personnes m'apprécient, comment est-ce que je peux faire en sorte que des personnes me font confiance, plutôt que de savoir, il y a une répétition, plutôt que de savoir quelle est la meilleure technique, quel est le meilleur business, quelle est la nouvelle méthode,
quelle est la meilleure méthode que je peux marketer. Si vous comprenez cela, le business des tendances, vous allez dominer vis-à-vis de votre concurrence. Et pour ce qui est de votre porte-monnaie, il ne sera plus jamais vide pour, en tout cas, pas mal de générations, pas mal d'années. Vu qu'on est dans la nouvelle ère de l'enrichissement, l'ère du personnel média. Première ère, industrie. Deuxième ère, corporation. Industrie, Ford, Henry Ford. Deuxième ère, corporation, Facebook. Troisième ère, personnel média. MrBeast, Kylie Jenner, Andrew Tate, et j'en passe. Et comme tu le dis, je pense que si tout le monde faisait du no-editing, dans 2 ans, tout le monde se dirait j'ai regardé que si tu cuts, c'est ce que veut l'audience. Parce que les gens, ils en ont marre du no-editing. Donc vas-y, fais des cuts toutes les 5 secondes. Et en fait, pour moi, c'est ce que je dis. C'est un peu des cycles de quel est le truc. Voilà. Et en fait, là, ce qu'il dit à ce niveau-là, excusez-moi, je le coupe. Alors lui, franchement, il me tente tellement de perche pour le couper. Les personnes, c'est exactement ce que je disais. Quand tu fais de l'argent, il est préférable de se concentrer sur les 3 piliers, les 3 besoins primaires de l'être humain. Tu analyses la pyramide de Maslow. Tu as l'amour, la santé et l'argent. Si tu fais de l'argent, si tu veux faire de l'argent, concentre-toi plutôt sur ces 3 aspects primaires plutôt que de chercher une nouvelle tendance. Tu es plus sûr de durer sur sur le long terme, parce que vu qu'on tape dans le primaire, la demande sera éternelle. C'est exactement ce que je voulais dire en fait là sur ce qu'il vient de dire, c'est que ces personnes en réalité, ces personnes n'ont pas en fait compris, n'ont pas en fait compris la véritable psychologie de l'humain. Et pour ce qui est de la psychologie de l'humain, tu peux être sûr d'une chose, c'est que l'humain ne pense qu'à sa gueule. Le marché ne pense qu'à sa gueule. L'humain ne pense qu'à sa gueule. Lorsque tu essaies de convaincre quelqu'un en closing et que la personne te dit non, c'est tout simplement parce que la personne a estimé qu'elle avait des choses plus importantes à faire, ou bien il y avait des choses à ses yeux plus importantes pour ce qui est de dépenser son argent que de le dépenser chez toi. Dites-vous qu'il y a des mecs qui préfèrent passer plus de temps avec une meuf sur OnlyFans que de changer sa vie avec vous. C'est une question de priorité. Et ça, c'est un attrait psychologique et primaire à comprendre chez l'être humain. Et à ce niveau-là, sur ce qu'il vient de dire, en fait, tout simplement, ces personnes n'ont pas compris cela. Lorsque tu comprends cet attrait psychologique et que tu essaies de faire la corrélation sur comment je crée mon contenu, eh bien forcément, tu vas te dire, je dois faire en sorte de synthétiser un maximum ce que j'ai à dire, je dois faire en sorte de savoir compacter ce que j'ai à dire, tout simplement parce que les gens en fait n'ont pas de patience, les gens ne pensent qu'à eux, donc les gens vont se dire, je n'ai pas de temps à perdre. Donc vas-y, édite rapidement là, parce que j'ai pas que ça à faire. Tout simplement. Et surtout sur ce que je viens de dire, cela s'applique davantage pour certaines niches. Lorsque tu es dans une niche, par exemple, où tu veux proposer de l'aide à des personnes qui font déjà de l'argent, bah dis-toi que ces personnes font de l'argent, donc elles n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos longues ou bien regarder pas mal de vidéos. Moi, je fais de l'argent, par exemple. Et je suis sur YouTube H24. C'est-à-dire que pendant que je travaille, mon YouTube est activé, j'écoute de la musique ou bien je vais regarder une vidéo pour me former. Mais je ne pense pas que tout le monde est comme moi. Il y a peut-être des personnes qui font 50 000 € à l'année, qui ne sont pas sur YouTube, qui sont toute la journée devant leur business et qui n'ont pas forcément le temps de regarder 10 minutes de vidéo sur YouTube. Donc, il y a cette considération à prendre. Cette considération vis-à-vis de ta niche à prendre. Donc, important. Là, en fait, ce qu'il est juste en train de dire, c'est que les gens ne comprennent même pas le caractère humain, psychologique et primaire de la chose. Donc, quand tu veux regarder les tendances, quand tu veux savoir ce que je dois faire, quand tu veux calculer ton prochain move, essaie de te focus plutôt sur quel est le besoin primaire là à exploiter, plutôt que de te dire là le editing ça marche, là ça marche pas, là ça marche, ce qui marche c'est les vidéos en noir et blanc, ce qui marche c'est ceci. Attention. Et donc, j'ai hâte de voir, et on en parlera peut-être un autre jour du storytelling aussi, parce que ce sont pour moi des tendances qui viennent et qui repartent. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous l'avez vu venir ou finalement c'est moi dans mon petit microcosme qui ai vu ce truc arriver, et voilà, est-ce que ça pourrait aider certains
qui sont un petit peu en recherche de publier un peu plus souvent. Est-ce que ça pourrait vous aider? Ouais, je suis intéressant d'avoir vos retours dessus. Et voilà. Donc on arrête la vidéo à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à en partager cela en commentaire. Par contre, ce qu'il vient de dire sur le storytelling, encore une fois, tu vois, c'est faux. Le storytelling, c'est quelque chose de primaire. Le cerveau est passionné par les histoires. Le cerveau aime rêver. Donc ça, c'est quelque chose de primaire. Donc non, le storytelling ne disparaîtra jamais. Identifiez toujours le besoin primaire dans ce que vous avez à proposer à des personnes. Identifiez les croyances fondamentales de votre avatar client. Identifiez le besoin primaire ou bien un sous-besoin primaire d'un besoin primaire, c'est-à-dire besoin primaire, faire de l'argent. Quel est le sous-besoin primaire? Identifiez toujours ce besoin primaire et vous saurez exactement comment faire de l'argent. Bonne journée.